Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics bande dessinée préféré pour un nouvel épisode de notre format Super Friends. C'est dans cette émission qu'on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture bande dessinée par leur travail. Et c'est un nouvel épisode surtout de nos chroniques du label 619 / Making Shin Zero, ce qu'on avait fait un petit format en 2 épisodes sur la création de la bande dessinée Shin Zero au label 619, une bande dessinée en 3 tomes de Mathieu Bablet et Guillaume Singelin. Et ma foi, justement, la dernière fois qu'on avait enregistré un podcast sur Shin Zero, c'était en toute fin d'année 2024, donc un mois avant la sortie du premier tome au label 619, et maintenant nous sommes là au début bientôt de l'été 2026. Le tome 2 vient de sortir en librairie et donc on va pouvoir en discuter avec la moitié de l'équipe créative, puisque à l'heure où on enregistre ce podcast, vous le savez peut-être ou peut-être ne le savez-vous pas, mais Mathieu Bablet est parti à l'autre bout du monde. Il a dit c'est bon, j'en ai marre de la France, je me casse, Walou, à plus. Mais heureusement, Guillaume Singelin est resté en France et j'ai donc le plaisir de t'accueillir une nouvelle fois dans ce podcast. Blacky, bienvenue à toi. Salut Arnaud. Tu vas bien ? Bah ouais, ça va. C'est toujours un grand moment, une sortie d'album, malgré les années, malgré maintenant les quantités de papier déjà que tu t'es envoyé. Ouais, je t'avoue que là c'était un peu plus calme psychologiquement par rapport à la sortie. Non pas que j'en suis pas content, mais déjà c'est un second tome, donc tu vois il y a ce côté un peu tu vois, on est sur la continuité, et surtout moi je vois le 3e tome comme vraiment la finalité du truc et comme un futur événement, et puis c'est vrai que en plus moi avec la casquette d'éditeur là j'ai eu 2 sorties à gérer, Asphalt Sauvage de Anne Masse et Une fête sans fin de Martin Robic, qui sont passés, tu vois, quelques semaines avant la sortie de Shin Zero. Donc finalement mon énergie c'est plus focus sur ces 2 sorties là. Et finalement, à la mienne, je la laisse un peu passer comme ça, comme un petit coup de vent qui passe. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Puis en plus, je suis déjà sur le tome 3, donc tu vois, je suis dans l'état d'esprit où je suis toujours dans ma prod sans fin, quoi. Donc t'as pas eu le temps même de faire de césure forcément, ou alors elle s'est produite des mois plus tôt Ouais, c'est ça. C'est que à la fin du tome, quand j'ai fini le tome 2, c'était il y a quoi, 3-4 mois. J'ai dû prendre une petite semaine de break et j'ai très vite enchaîné sur le tome 3 parce que j'avais envie de rester dans l'énergie du truc quand même, et comme c'est une série, j'ai envie d'avancer assez vite dessus, tu vois, j'ai pas envie de mettre trop de temps entre les bouquins, donc je me suis dit vas-y, je me remets, je continue, quoi, je fais pas trop de break, quitte à faire un break pour le tome 3, quoi. Parce que c'est pas ta première expérience de série, en fait, techniquement. Il y a eu The Grocery, quelque part même avec son format en chapitre. Loba Loca, c'était aussi de la série en tant que telle. Là, ça change pas grand-chose pour toi, ou parce que entre-temps, avec un PTSD ou un Frontier ou des cours d'histoire comme Monsieur Sato, t'étais sur des formats complets, on va dire. Est-ce que ça t'a fait un peu quelque chose de bizarre de te remettre quand même dans une série, et peut-être une série de très long cours, et surtout, est-ce que c'est des tomes quand même de 200 pages à chaque fois, donc Ouais, comme tu dis, effectivement, j'avais eu l'expérience la plus proche, c'est Grocery finalement. Parce que le Baloka, c'est un peu différent. Mais Grocery, ouais, c'était un peu le même feeling. Et encore, tu vois, Grocery, j'avais moins d'expérience, c'était très différent. Donc je l'ai vécu différemment, et c'est vrai que là me remettre sur une série, c'est un peu particulier comme truc, parce que ouais, j'ai l'impression de vraiment sentir le soulagement quand tout sera fini et pas aux étapes. C'est vrai que le tome 1 c'est un peu différent parce qu'il y avait ce côté de un peu la nouveauté qui sortait, mais sur le tome 2 c'est vrai qu'il y a ce côté un peu continuité qui fait que c'est un peu plus ça passe comme ça. Tu vois, Lobaloka c'était différent parce que même si ça sortait en feuillet, moi j'avais quasiment tout fini en fait avant que ça sorte, donc j'avais quasiment un feeling d'avoir fait tout le boulot et qu'après le boulot sorte par petites étapes, quoi. Donc c'est encore une fois une sensation qui est différente, mais ouais là c'est un peu particulier, mais ouais, en vrai, c'est juste que j'ai la tête encore dedans, quoi, et c'est pas facile de se sortir la tête du truc et se dire, vas-y, je fête la sortie, quoi. T'es dans un marathon. C'est ça, ouais, exactement. Et là, je suis juste au 20e kilomètre, quoi. 20e, le 20e, c'est la moitié. Et là, ouais. Je pense que, techniquement, t'as 2 tomes sur 3 sorties, t'es aux 2 tiers, tu seras plutôt au kilomètre 32, puisque, à l'heure où on enregistre ce podcast, donc t'as déjà une 40aine de planches abattues sur le tome 3, donc tu vois pas non plus encore la finish line. Mais quelque part, t'en es maintenant vachement plus proche que tu n'en étais il y a encore la dernière fois qu'on s'était parlé. Non, je commence à voir un peu la petite lumière au bout du tunnel, et c'est ça qui est cool. C'est ça qui m'excite sur le truc, c'est que là, on commence vraiment à avoir
toutes les pièces du scénario et on arrive vraiment sur le dernier run final et là, c'est là où ça commence à s'emballer, que l'univers prend un peu de corps et tout. Donc là, tu vois, je suis vraiment focus sur ce côté tome 3 et finalement la sortie de tome 2 passe un petit peu entre guillemets inaperçu dans mon esprit, quoi. Alors comment ça s'est passé un petit peu? Parce que depuis la dernière fois on s'était parlé, t'étais déjà à l'attaque sur les planches du tome 2 et le premier venait de sortir. Est-ce que t'as un peu de recul aussi un peu sur comment Shin Zero a été accueilli de façon générale, parce que c'était un peu nos grandes interrogations sur la fin avant la sortie du tome 1. Donc on reparlera un petit peu juste du positionnement d'un Shin Zero en librairie, mais même pour vous, pour toi et Mathieu, c'était votre nouvelle création tous les deux ensemble, dans un registre sur lequel on vous attendait pas forcément, avec ce côté une bande dessinée qui reprend des codes graphiques du manga, alors que ça se lit quand même dans le sens de lecture franco-belge. Comment vous avez vécu un petit peu, en tout cas toi, parce que je dis vous, mais ouais, franchement c'était plutôt rassurant en vrai, parce que c'est vrai que moi j'avais quand même la peur d'un projet un petit peu trop particulier et pour moi à la fois je le sentais, tu vois, enfin j'en étais fier et je sentais que si les gens le lisent, tu vois, il y avait pas de souci, mais il y avait ce positionnement effectivement de on n'est pas dans le franco-belge, on n'est pas exactement dans le manga, on est sur un sujet de pop culture qui est à la fois très connu, en même temps qui est très niche. En même temps, nous, le focus, c'est quand même de vachement le twister. Donc, tu vois, il y a plein de surcouches de trucs qui me faisaient dire, genre, mais en fait, à qui ça va plaire, tu vois. Et en vrai, on a eu énormément de très bons retours. Donc, ça, c'est quand même très cool. On a eu des bons retours, déjà, avec les lecteurs du label qui sont toujours super enthousiastes et qui supportent vraiment les projets, qui ont vraiment aimé. Et ça, c'est super, tu vois, c'est grâce à eux qu'on continue. Et mais aussi, tu vois, j'ai eu des gens qui m'ont dit tiens, moi je lisais plus du manga et du coup je me suis laissé tenter, d'autres qui étaient genre full franco-belge et qui se sont dit comme c'était toi et Mathieu, j'ai comme tenté l'aventure. Des gens qui aimaient pas les Power Rangers et les Sentai qui se sont dit vas-y, je vais comme tenter. Et on a eu aussi des articles, tu vois, sur des sites spécialisés Sentai qui nous ont dit c'est cool, votre tech est intéressante par rapport aux gens. Donc finalement, est-ce qu'on a fait une œuvre très consensuelle et pas, je pense pas, tu vois. Mais en tout cas, on a réussi à toucher plein de petites niches de lecteurs différentes. Et ça, c'était plutôt satisfaisant. On s'est dit, ok, on a finalement pas trop mis de surcouche pour prendre un projet qui soit illisible. Finalement, les gens, quand ils rentrent dedans, ça passe tout seul, tu vois. Donc ça, c'était cool. Et c'est vrai que ça a vachement soulagé sur l'approche du tome 2, même s'il y a des questions qui sont là plus de l'ordre, on va dire, scénaristique, sur lequel on se pose toujours des questions, tu vois, sur quelles sont les attentes des gens par rapport à ce qu'on a posé dans le tome 1 et comment ils vont appréhender le tome 2, tu vois. Là, on est à peine à une semaine, enfin, on est pile à une semaine de la sortie du tome 2. Ouais. Et il y a quand même des retours, tu vois, des gens qui ont aimé, mais qui étaient genre je pensais pas du tout que ça allait dans cette direction-là, tu vois. Ouais. Donc là c'est les avis positifs qu'on reçoit, et donc c'est très cool, tu vois, parce que justement tu vois que les gens se laissent emporter par l'histoire, et c'est chouette. Mais bon, peut-être que dans l'eau, il y en a qui sont vraiment déçus de la tournure des événements. Donc, ça, on verra. Mais après, c'est aussi le choix qu'on a fait avec Mathieu de partir dans cette direction-là, quoi. Justement, je vais voir un peu comment ça se passe, comment ça s'est passé depuis tout ce temps avec toi et Mathieu en termes de travail, tout simplement, dans votre mécanique. Est-ce que, parce que à l'époque, Mathieu a été très pris quand même en 2025 sur toute la première moitié de l'année pour tout ce qui était le bouclage de Silent Jenny. Ensuite, il y a son long voyage aussi, mais après, le travail à distance, vous savez faire, parce que de toute façon, vous ne résidez pas dans la même ville, and you never did, si je ne m'abuse. Mais donc, comment ça se passe entre vous deux? Ça se passe toujours bien, et effectivement, c'est vrai qu'on est habitué au travail à distance, et finalement, le fait qu'il soit à Grenoble ou au fin fond de l'Australie, ça, effectivement, ça change pas grand chose, avec un petit décalage horaire, mais ça change pas grand chose. Et puis, Mathieu avait aussi la promo de Silent Jenny, qui a été aussi une grosse fin d'année un sacré marathon de dédicaces. Bien chargé. C'est vrai que des fois, moi, je me sentais un peu mal parce qu'il me dit, là, j'enchaîne 5 dédicaces dans la semaine, plusieurs endroits de la France. Mais t'inquiète, je suis dans le train, là, je vais écrire la suite du chapitre, tu vois, j'étais un peu, après, c'est Mathieu. Donc, moi, j'ai quand même, tu vois, j'ai toujours dit à Mathieu, vas-y, prends ton temps, là, tu peux pas parler en ce moment. Il me dit, ouais, comment ça va pour le chapitre actuel? Je suis, non, mais t'inquiète, là, je suis en promo du 2, donc, prends ton temps pour écrire la suite, y a pas de souci, quoi. Donc, en termes de logistique et de travail, y a pas de souci. Au début, moi, justement, j'avais un peu de crainte qu'ils reçoivent pas trop les PDF, en Australie, mais finalement,
me dit ça va, il a comme de la connexion qui permet de choper les trucs. Donc ça a pas trop changé notre process de travail, donc ça c'est cool. Après il y a eu pas mal en tout cas sur le tome 2, il y a eu pas mal de questionnements sur effectivement la direction qu'on prenait, est-ce que on voulait à la fois être fidèle aux idées de base qu'on avait, donc comme un récit comme qui est plutôt intimiste et assez sombre, et en même temps on s'est dit il serait quand même important d'avoir un petit peu de scène d'intensité aussi dans l'action. Il y a aussi eu pas mal de questionnements qui se sont posés sur la place des personnages dans l'histoire et enfin dire le focus que tu mets sur les persos. Au début, il y a des persos qui étaient vachement plus secondaires, qui ont pris plus de place finalement au fur et à mesure de l'écriture. Il y a eu des scènes qui se sont rajoutées parce qu'on s'est dit tiens, est-ce que c'est assez clair l'évolution de ce personnage-là, donc on a dû rajouter des fois des pages, on a dû faire un peu de Tetris pour pouvoir gagner des pages sur certains personnages. Et finalement, je trouve que c'est cool parce qu'on a un tome qui est assez homogène. On arrive à faire avancer les 5 personnages dans leurs directions différentes. Là où au début on pensait vraiment qu'on allait devoir se focus juste sur 2 ou 3 persos parce qu'on n'avait pas la place, et finalement on arrive à s'en sortir, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai que ça fait un tome qui est assez dense. Ouais, clairement, où effectivement, comme tu dis, t'as les trajectoires de tous les personnages qui avancent un peu. C'est marrant parce que en le feuilletant, en fait, tu t'aperçois vraiment sur qui l'angle est mis en fonction de la place du tome avec votre code couleur, forcément, parce que chacun des personnages a son code couleur dans les costumes. Et donc, tu vois effectivement qu'au début, on s'intéresse vachement plus à Nikki et Sophia, un peu de Satoshi au milieu, et que la fin est clairement beaucoup plus centrée sur Warren et Héloïse. Et donc, peut-être que c'était pas comme ça au départ, alors. Ça, je pense pas que c'était aussi clair que ça au début. Et en fait, c'est arrivé comme ça un peu pas par la force des choses, mais naturellement. Mais c'est vrai que la scène de fin, sans rien spoiler, mais en fait, il y avait un perso qui devait être vachement plus en avant, qu'on a vachement reculé finalement pour en profiter pour le futur tome 3. Parce que justement, on pensait que ça allait commencer à parasiter justement l'arc d'autres persos, tu vois. Donc c'est vrai qu'il a un côté un peu plus segmenté. Après, ça va bien aussi avec la thématique de ce tome 2 qui est quand même encore une fois l'histoire d'une coloc qui commence un peu à battre de l'aile. Donc finalement que le fait que les persos prennent aussi leur chemin chacun de leur côté, c'est assez logique. Mais ouais, puis c'est vrai qu'en fait chaque scène un peu clé de chaque perso, on les discutait beaucoup avec Mathieu, tu vois, sur est-ce qu'on va dans la bonne direction, comment elle écrit, tu vois. Il y a vraiment des scènes où on a passé beaucoup de temps à réfléchir au dialogue, aux émotions du perso pour être sûr de bien capter le truc. Et du coup, ça fait des scènes qui sont très marquantes. Ça fait des sortes de petits des petits packs de 1 ou 2 chapitres des fois qui sont vraiment très focus sur un perso. Parce que en fait, dans les crédits, il y a marqué Mathieu Bablet scénario, Guillaume Singelin dessin, mais dans les faits, en fait, t'es quand même co-auteur aussi. Alors ouais. On va dire que c'est plus le consultant, tu vois. C'est plus Mathieu qui va, comment dire, poser 99% du scénar. Et en fait, il va plus me prendre sans regard extérieur en me disant, bah tiens, comment tu perçois cette scène-là? Moi, je donne mon avis. Et en fait, à partir de cette petite discussion, lui, il va l'ajuster, il va la rendre plus sharp pour qu'on aille en bonne direction. Donc, on en discute beaucoup, mais c'est vrai que moi, je vais pas forcément poser des idées. Je vais pas dire genre, ah, ce serait bien que là, tel perso, il fasse ci, il fasse ça. C'est plus genre, ok, cette scène-là, je la vois. Même moi, des fois, j'ai besoin de bien comprendre la scène, tu vois. Donc, je pose beaucoup de questions à Mathieu, genre, non, mais si ce perso fait ci, fait ça, c'est dans quelle optique? Là, il pleure, mais c'est quel genre de pleurs? Est-ce que c'est un truc de dépression? Est-ce que c'est de la rage et tout? Donc, tu vois, au fur et à mesure, en fait, on affine, et du coup, ça permet à Mathieu de vraiment cristalliser vraiment le truc qu'il veut raconter, quoi. Et sachant qu'en plus, tu vois, même s'il y a moins de scènes sur ce tome-là, mais il y a comme des bases de l'univers qui ont été aussi beaucoup posées à l'époque avec Florent et Ron notamment, qui ont beaucoup aidé sur le tome 1. Là, c'est moins clair directement, mais voilà, tout ce qu'ils ont dit, ce dont on a discuté au début, ça infuse toujours aussi dans ce tome 2. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté quand même collectif du projet, même si voilà, c'est Mathieu quand même qui charpente vraiment l'ensemble et qui écrit tous les dialogues et tout, quoi. Et d'un point de vue un peu technique, pour rester encore sur cet aspect-là, c'est toujours ce côté, il t'envoie un chapitre, tu dessines, tu lui renvoies, puis vous passez au chapitre d'après. Ça, cette dynamique, vous l'avez pas ajusté, hein. On a vraiment gardé le même process de travail parce qu'en fait, il nous convient bien, justement à nos modes de vie en ce moment. Et c'est vrai que il y a, je pense que j'avais dû le dire peut-être sûrement à l'époque, mais moi, il y a le risque effectivement de pas forcément tout savoir à l'avance. Donc, tu vois, c'est vrai que des fois, j'avance un peu en eau trouble et
et ça pourrait poser des soucis. Après moi c'est excitant parce que tu vois comme ça je vis l'histoire aussi au quotidien. Tu te laisses surprendre. Je me laisse surprendre par les trucs et donc ça c'est quand même cool. Et ça permet pas mal de rebondir. Et puis là, justement, sur le tome 2, là où sur le tome 1, on a avancé de manière assez chronologique. Sur le tome 2, on s'est quand même permis des fois de revenir sur certains chapitres, tu vois, en rajoutant une page ou deux ou en supprimant une. Il y a notamment une page du tome 2 qui était dans le premier chapitre qui se retrouve dans le dernier chapitre au final, tu vois. Ah oui. Du coup, je l'ai un petit peu redessiné, j'ai un peu retwisté des trucs dessus, mais il m'a dit, parce que c'est pareil, tu vois, Mathieu, il sait ce que c'est le taf de dessinateur, donc il veut pas faire des retakes pour rien, donc il m'a dit genre, je suis désolé, cette page-là, on va la supprimer finalement, mais t'inquiète, je la garde en tête et on va lui trouver une place pour plus tard, tu vois. Donc voilà, on s'est permis un petit peu plus d'ajustement parce que c'est vrai que je pense que Mathieu l'avait peut-être moins en tête. Enfin, c'était plus fou la construction de ce tome 2. Et en plus, c'est un peu le tome charnière, tu vois. Le tome 1, c'est plus facile parce que c'est l'exposition. C'est ça, tu t'exposes tout, tu t'en fous un peu de comment tu vas boucler parce que tu dis, de toute façon, j'ai 2 tomes pour le boucler. Là, le tome 2, tu commences un peu à te dire, OK, il va falloir commencer à aborder la fin et que toutes les pièces soient bien en place pour le tome 3, quoi. Donc là, il faut commencer un peu à réfléchir de manière un peu plus technique sur le récit. Mais parce que à l'heure où on enregistre ce podcast là, est-ce que toi tu sais comment se termine Shin Zero ou est-ce que c'est toujours du flou pour toi? Il y a encore des inconnus. Et je te demande pas de me le dire parce que pareil, j'ai peut-être pas encore. Enfin, je vais être curieux, donc j'aurais envie de vous demander les planches quand vous les aurez finies, mais j'ai aussi envie de me laisser surprendre par l'histoire. Mais toi, est-ce que tu sais vraiment déjà maintenant comment tout ça va se terminer? Il y a des entre guillemets des moods de scène finale que je connais, mais pour te dire, tu vois, il y a des séquences qui ont bougé, tu vois. Au tome 1, il me disait ouais, ça va se finir comme ça. Au moment du tome 2, il me dit peut-être qu'on va peut-être un peu twister ce moment-là, tu vois, en parlant du dernier tome. Et comme ça a été le cas pour la fin de ce tome 2 qui a beaucoup bougé par rapport à ce qu'on avait en tête. Donc voilà, je pense que tu vois, ça va garder la dynamique de la scène et de sorte un peu de continuité moi je vois comment ça va se finir, mais comment les pièces vont arriver à ce truc-là, peut-être que tel perso sera pas exactement celui-là, sera peut-être un autre à la place qui va prendre, enfin tu vois, il y a encore beaucoup de petits aspects comme ça qui sont flous. Donc c'est ça aussi, tu vois, j'avance pas non plus comme complètement à l'aveugle. Je vois à peu près où ça va, mais ça peut changer beaucoup dans les détails. Ouais. Et ça convoque quoi comme genre de sentiment? C'est de l'excitation, c'est de l'appréhension. J'imagine qu'il y a un moment où ça peut être excitant de se laisser surprendre aussi par son histoire et par ses personnages. Mais il y a aussi un truc un peu plus pragmatique, c'est qu'il faut faire les séquences, il faut que la chose se tienne et t'as une deadline aussi un petit peu. Moi, je me rappelle notamment qu'on avait... que vous nous disiez que normalement vous vouliez un peu une sortie à 1 an chacun. Là, il s'est passé 1 an et demi, donc ça va. C'est pas non plus trop de décalage, mais voilà, faut aussi tenir un certain rythme. Donc, comment on joue avec cette composante de liberté et qu'il faut pas trop laisser non plus s'échapper. Finalement, on se donne de la marge sur justement avoir une écriture très organique, mais pour le coup, le timing, tu vois, on le respecte plus ou moins. On s'est dit plus ou moins 1 an pour sortir un bouquin. Parce que, en fait, tu vois, moi, là, en ce moment, j'avance mon tome 3, c'est vraiment, je reçois le script, je le board, je le dessine, je finalise, j'envoie à Mathieu. Un jour après, ou même des fois un jour en avance, il m'envoie la suite de l'histoire. Donc, on avance comme avec un rythme qui est soutenu et qui est très cadré. Donc, ça me fait pas peur. Et puis je pense que Mathieu a une vision quand même vachement plus claire aussi de où il va. Il me dit pas forcément tout de suite. Et après, tu vois, je pourrais lui poser des questions. Moi, c'est aussi moi qui choisit de pas forcément lui en demander trop sur les chapitres d'après. Mais après, voilà, Mathieu, je trouve qu'il a une capacité à rebondir très rapidement sur ce qu'il écrit et d'être comme assez carré dans son écriture. Il est pas au pif, mine de rien, depuis le début. Il se tient comme globalement à la trame scénaristique. Donc, c'est pas complètement flou. Et moi, ça va parce que quand j'ai des doutes, tu vois, sur un perso, un truc comme ça, je pose quand même la question de vers où il va évoluer, tu vois, pour être sûr de choper la bonne émotion, parce que effectivement, c'est le risque de pas savoir où tu vas, c'est que tu vas dessiner le personnage dans telle façon et après tu dis mais en fait c'était pas très cohérent qu'il agisse comme ça, alors qu'après il passe dans un autre état, tu vois. Donc il y a des moments comme ça, je pose des questions sur
voilà, justement, savoir bien l'intention qu'il y a derrière le personnage pour être sûr de bien de faire un acting qui correspond, une mise en scène qui correspond au futur chapitre. Et là, en général, Mathieu, il arrive à me répondre de manière assez claire quand même là-dessus, quoi. Surtout que tu dessines toujours sur du papier, donc si jamais tu devais faire une mauvaise expression, c'est plus compliqué à reprendre que si tu le faisais en numérique. Ouais, c'est possible, mais c'est vachement plus contraignant, donc on essaie effectivement d'être assez clair dès le début. Et puis moi, j'envoie toujours mes crayonnés à Mathieu, et puis après, j'envoie mon ancrage. Et ça arrive que des fois, justement, lui me dit, bah tiens, peut-être que là, faudrait que tu modifies un tout petit peu le visage de tel truc. Quand c'est pas grand-chose, c'est juste un petit sourire à gommer, c'est pas grand-chose. Donc non, ça va, ça reste quand même assez c'est à la fois très organique, mais en même temps ça reste assez organisé. Je pense que là on a la chance de bénéficier aussi de l'expérience qu'on a avec Mathieu, tu vois, sur un certain nombre de bouquins. Donc on sait quand même que on part pas en couille, qu'on va pas se dire vas-y finalement il nous faut 100 pages de plus pour finaliser le récit ou finalement il nous faut un 4e tome. Arriver à la fin du truc, on n'a pas bouclé les arcs des persos, tu vois. On a quand même une vision assez pragmatique de ce que c'est une histoire, donc je pense pas qu'on va foncer dans le mur directement, quoi. Non, vous avez l'avantage c'est que c'est pas votre première BD. C'est ça. Ni pour l'un ni pour l'autre, donc vous avez aussi une expérience maintenant en tant que, comment on dit, storytellers, mais voilà, en tant que narrateur, hein, tout simplement, qui vous permet de savoir aussi où sont les pièges dans un récit, comment manier le rythme, et notamment dans un 2e tome qui effectivement c'est un peu le piège, enfin pas le piège, mais le truc c'est que voilà, quand t'es dans une série en 3 tomes, effectivement la conclusion, enfin l'ouverture c'est facile, la conclusion techniquement t'as une conclusion à poser, mais il faut tracer ce chemin entre les 2 points, et ça c'est un challenge. Ouais, c'est vrai que moi c'est souvent un truc que j'essaie de demander quand on bosse avec des jeunes auteurs, c'est au moins qu'ils arrivent à nous pitcher, tu vois, le début de leur histoire et la fin, comme ça c'est comme bien d'avoir un objectif. Mais effectivement, ça peut être le risque aussi de se dire, finalement, le centre de son histoire est juste là pour, on va dire, driver vers le 3e tome, enfin, vers la fin de l'histoire. Alors que bon, ça reste quand même un tome que t'as envie de lire, que t'as envie de, enfin, voilà, il y a plein d'informations, c'est là où ça lit tout. Faut pas que ce soit le ventre mou aussi du récit, donc faut qu'il y ait des moments très puissants, et en même temps, tu sais qu'il faut que ce soit encore plus puissant sur le 3e tome. Donc c'est vrai que je pense que c'est un tome un peu piégeux, et c'est vrai que sur un one shot, tu le ressens un peu moins parce que t'es plus dans l'écriture un peu, voilà, t'es dans un truc un peu plus compact, et tu le vois un peu plus, t'as une vision d'ensemble qui est un peu plus claire. C'est vrai que sur une série, tu peux peut-être te perdre un peu justement dans cette longueur, et ouais, d'être dans un 2e tome un peu mou, donc c'est ça qui est un peu risqué. Donc ouais, c'est de le penser comme ouais, tu vois, sans dire que tu puisses uniquement lire le tome 2 tout seul, mais au moins qui t'apporte vraiment un truc, ouais, que c'est pas juste un tome de transition, quoi. Mais quelque part, c'est presque quelque chose qu'on pourrait dire, parce que vu que vous profitez d'une ellipse temporelle, en fait, donc il y a 4 ans qui se passent entre la fin la dernière scène du tome 1 et le début du tome 2, et au vu de la conclusion du tome 2, on imagine qu'il y aura aussi une ellipse temporelle d'une durée, on verra bien, mais qu'il y aura une ellipse temporelle entre le tome 2 et le tome 3. C'est une astuce aussi pour vous permettre presque de faire des pierres autocontenues au sein de cette saga. Ouais, moi j'aime beaucoup parce que ça permet d'avoir le feeling d'une grande histoire finalement juste en 3 tomes, et en même temps, comme tu dis, ça permet de vraiment de cadrer un début et une fin à ce tome là, quoi. Vraiment presque, ouais, tu repars un peu sur des nouvelles bases. C'est pour ça qu'on a dans ce tome 2 on a une très très longue intro qui va vraiment justement reposer un setup, refaire une exposition quasiment des persos 5 ans plus tard, et cette fin de tome, elle permet vraiment de clôturer, on va dire, ce petit moment de vie. Donc ouais, c'est vrai que ça je pense que il y a ça aussi qui permet aussi de se rassurer en termes de, justement, tu vois, d'écriture un peu organique, malgré tout avoir une charpente très claire. On sait vraiment où on doit s'arrêter, on sait où on commence, quoi. Et toi, en tant que dessinateur, tu apprécies le fait de profiter de cette longueur? Parce que quand tout sera fini, on sera sur 600 pages. T'aurais jamais pu, enfin, peut-être que t'aurais pu, hein, je veux pas présupposer tes capacités, mais j'imagine que t'aurais jamais fait un one-shot de 600 pages. Mais tu t'apprécies un peu, en tant que dessinateur, le fait de pouvoir profiter de cette longueur pour faire des scènes qui sont plus longues, d'avoir un découpage qui est plus ample, de pouvoir s'arrêter sur des jeux de regard, sur des moments un peu plus posés. Comment tu le ressens, toi? Je dirais oui et non, parce que finalement, c'était un peu comme l'objectif au début, effectivement, d'avoir une narration peut-être un peu plus détendue. Finalement, c'est quand même un récit qui est comme très dense. Je pense que moi et Mathieu, on est comme toujours un peu
coincé dans nos codes franco-belge one shot, tu vois, on doit être comme assez efficace, même si dans chacun de nos bouquins il y a des moments un peu plus de break et tout, mais t'as quand même, tu vois, un peu ce clic d'être efficace, tu vois, t'as 200 pages pour raconter une histoire, donc chaque scène, il faut vraiment que tu la penses à fond et que tu essaies de pas forcément mettre le maximum d'informations, mais de te dire est-ce qu'elle est vraiment nécessaire, et si elle n'est pas nécessaire, je l'enlève, tu vois. Et je m'étais dit effectivement que tu vois, avec 600 pages, on aurait pu avoir un peu plus de souplesse là-dessus. Et finalement, l'histoire prend une ampleur quand même qui est assez grande, enfin grande en termes d'émotionnel. Donc finalement, on a des scènes qui sont quand même assez riches, mais après c'est quand même le plaisir de voir. Il y a quand même des moments où tu vois, on peut prendre le temps sur les persos, le fait de faire un mini chapitre sur un petit geste du quotidien qui va raconter beaucoup de choses, mais voilà, qui paraît une scène un peu anodine du quotidien, c'est quand même assez rare de pouvoir le faire. Et puis c'est aussi le plaisir, moi en tout cas au niveau des persos, de vraiment apprendre à les connaître et vraiment de les faire évoluer sur plein de scènes, de mieux les capter au fur et à mesure des tomes, de réussir à les, et puis ce plaisir d'ellipse et de personnages qui changent beaucoup de mode de vie, donc de vraiment les faire évoluer en termes d'acting, d'environnement autour d'eux. Donc ça c'est assez cool. Et c'est vrai que sur un one shot t'as tendance à parce que mine de rien c'est comme 200 pages, tu vois, un one shot, donc naturellement tu vas quand même rester sur des chronologies qui sont plutôt courtes. Alors après il y a des twists comme Mathieu a fait, tu vois, avec Carbone, mais malgré tout en général tu restes quand même sur des chronologies qui paraissent assez courtes et sur des groupes de personnages qui sont aussi plus réduits, quoi, parce qu'avoir 5 personnages sur 200 pages ça reste quand même très compliqué pour avoir vraiment un truc intéressant. Donc là on a quand même 5 persos qui sont très creusés, et ça clairement on pouvait pas se le permettre sur plus court, quoi. Donc ça en termes de dessin c'est aussi chouette à faire, quoi. Et j'imagine que après avoir passé un premier tome à les installer, tous ces personnages, t'as plus tout un challenge d'installation à la fois des persos mais de l'univers aussi. Donc est-ce que c'était plus facile? Est-ce que c'est plus facile maintenant? Est-ce que t'as toute la phase de world building, elle est passée. Maintenant ils sont là, ils évoluent, donc même juste pour les dessiner, ça va plus vite aussi pour. Ouais, non, j'ai beaucoup moins de recherche à faire, tu vois, notamment pour les décors et tout, parce que même si en fait l'univers s'influence de plein de choses, mais j'ai déjà en tête tous les visuels un peu des décors, comment est composée la ville, même tu vois les petits trucs au début, tu vois, il fallait que je réfléchisse activement quand je me disais genre tiens, il y a une affiche dans la ville, vas-y je vais mettre une affiche d'enrôlement pour les Sentai, ouais, ou un truc de kaiju ou un truc comme ça. Là maintenant c'est naturel, tu vois, je sais très bien que quand je vais avoir des panneaux publicitaires, je sais exactement ce que je vais mettre dedans. Pareil, tu vois, quand avant on se disait bah tiens, ce serait cool que tu mettes un Sentai à tel endroit pour qu'on comprenne qu'ils sont un peu partout dans la ville et tout. Là tu vois, pareil, c'est le genre de truc qui est naturel. En fait, c'est que tout devient plus logique et plus instinctif. Il y a moins à réfléchir à chaque scène de ok, est-ce qu'on a bien posé les différentes clés de l'univers pour qu'on comprenne qu'on est dans Shin Zero. Là maintenant c'est très fluide en fait, donc il y a moins à se poser de questions. Malgré tout, ça reste quand même que les personnages ont grandi, donc il y a aussi un truc à repenser. Ils vont aussi dans des nouveaux lieux. Le dessin aussi il est poussé. Il y a Mathieu qui me fait des scènes des fois où je me dis ok, ça va être là il m'a fait un enchaînement là, sur le début du tome 3 où elles sont bien les scènes, mais elles sont costauds quand même, hein. Donc ouais, il y a toujours du challenge quand même en dessin qui fait que c'est pour ça que entre le tome 1 et le tome 3 ça va pas, je vais pas baisser en termes de temps de travail, quoi. Ça va. Bah non, parce qu'en plus effectivement on se rend bien compte que les décors sont toujours très chargés en fait, et que même que tes planches ne respirent pas, hein, techniquement tu blindes au maximum. Il n'y avait pas d'envie du tout de faire des économies, surtout que c'est quelque chose qu'on voit quand on est sur du vrai manga à la japonaise, mais aussi parce qu'ils ont un rythme de production d'un chapitre par semaine, c'est débile, où souvent tu fais abstraction pas mal des décors en fait pour te concentrer juste sur tes persos et sur leur mise en scène. Toi tu te dis non, moi je vais blindax planche jusqu'au bout. Mais tu vois, c'est même pas une sorte de volonté active, parce qu'en vrai des fois il y a des moments où je me dis putain, je suis un peu bête, tu vois, de pas laisser justement un peu respirer mes cases et tout, parce que mais ça c'est tu vois, de tous mes projets, ça a toujours été ça, c'est que dès que j'ai un fond blanc en fait, je peux pas m'empêcher d'essayer de caser un truc derrière. C'est pour ça que j'ai mis plein de tableaux, c'est pour pas que tu commences à dessiner sur mes murs en fait. Parce que je te sens venir. Ah ouais, moi c'est un peu obsédant, donc c'est peut-être un petit regret que j'ai, tu vois, dans ce côté expérience manga, c'est de certains codes graphiques que j'ai pas vraiment réussi à
à aller chercher parce que justement avoir un peu cette abstraction, avoir cette légèreté parfois dans les cases. Je l'ai pas du tout eu. Après, bon, c'est aussi mon style qui est comme ça, et donc faut l'assumer. Et puis comme je te disais avant, tu vois, le fait de plus y réfléchir activement sur certains trucs, ça fait que ça te laisse du temps d'esprit, mais du coup tu te pousses encore plus, c'est que tu dis j'ai encore plus poussé mes décors parce que c'est plus naturel, mais en même temps je vais vraiment y aller à fond. Et pareil, tu vois, là j'ai en tête certaines pages où tu vas me dire tiens, là on est dans un nouveau lieu, il faudrait poser ça comme ça. Et directement je me dis vas-y, je vais faire un truc, j'essaie de tout mettre dedans parce que j'ai vraiment envie qu'on ait une atmosphère qui soit très très forte dans cette scène là, dans ce chapitre là. Donc c'est vrai que je me laisse pas trop de place à ça. Et comme je te disais, le récit de Mathieu finalement se densifie quand même pas mal. Donc on a des pages qui sont assez riches en informations, en événements. Donc c'est pareil, il faut tout faire rentrer. Mais donc voilà, c'est une sorte de micro-regret, parce qu'après moi j'ai des mangaka que j'adore et qui sont les mecs ils en mettent des tartines et des tartines. Donc voilà, je suis plus de cette école-là finalement. Ouais, parce que tu aurais pu avoir des décisions très simples à prendre scénaristiquement. Par exemple, la coloc, il range. Ouais, l'appart, il serait rangé, t'aurais beaucoup moins de bordel et des éviers moins pleins de vaisselle. Ils pourraient ranger leur coloc, ils pourraient éviter d'avoir une sorte de colonne au centre de la salle de la cuisine qui m'emmerde à chaque fois que je fais une perspective un peu chelou. Mais ouais, non, en fait, moi, j'aime trop avoir des décors où c'est, tu vois, on est chez toi, là, c'est le petit bordel parfait. Moi, j'adore, hein, tu vois. Si je devais dessiner un truc, je ferais ça, quoi. Donc, tu dessinerais avec des piles de bouquins dans tous les exactement. sens, des figurines à la con et des cavernes d'Ali Baba, quoi. Ouais, moi, je trouve ça tout cool. Ça donne de la vie, quoi. C'est ça, sûr. Ouais. Et effectivement, il y a un peu le truc des fois de se dire, genre, c'est un peu chelou, et t'as l'impression que les mecs, tout le monde vit dans un bordel monstre. Même si, tu vois, justement, il y a quelques scènes dans des appartements différents où là, j'ai essayé de faire justement le côté un peu, bon, c'est un peu cliché, mais ce côté appartement ultra chic, où t'as juste une table basse design et puis un tapis puis point barre. Donc je me suis un peu reposé sur certaines scènes comme ça pour au moins créer des contrastes, quoi. C'était kiffant de devoir dessiner des mechas. C'est cool, c'est pas du tout ma spécialité. Moi j'aime bien les mechas, mais juste les regarder. Ouais, c'est un peu ça. En fait, ce qui était compliqué, c'est de trouver un design qui soit cool. Pour le coup, je me suis vraiment inspiré, tu vois, des trucs que j'aimais. J'ai pas forcément cherché à me dire, vas-y, deviens un mecha designer et crée vraiment un mecha qui soit le Mecha Shin-Zero signature, vraiment avec son style et tout. L'idée, c'était plutôt justement d'aller piocher dans des codes très connus du mecha pour que vraiment, tu vois, il y a ce côté, pour les gens qui connaissent peu ou même connaissent bien, mais en tout cas, que tu les assimiles très, tu fais, ok, d'accord, je vois globalement, c'est du Gundam, c'est du Pat Labor, et voilà, moi j'ai juste pioché les types de Gundam, les types de mecha que j'aime bien, tu vois, donc un peu plus mécanique. Par contre, c'est vrai que le truc de les redessiner de page en page, ça c'est un peu chiant parce que tu fais attends, comment j'avais fait l'articulation? Ok, d'accord, donc tu dois revenir en arrière. C'est aussi pour ça que mes Sentai ils sont hyper simples, tu vois, c'est vraiment du collant, y a pas du tout d'accessoires en plus, parce que justement quand tu dessines plein de fois, c'est quand même plus facile. Mais pour les mechas, je pouvais pas faire non plus des trucs ultra épurés, donc je voulais pas faire ça, donc c'est un peu plus contraignant. Après, ils prennent pas une place. Non, c'est un petit peu. C'est des petits moments. C'est les petits moments. C'était comme dans le premier tome avec la scène de flashback avec le combat du Sentai géant contre les kaiju. Là, on retrouve aussi un moment un petit kaiju quand même, parce que c'est quand même un univers de Super Sentai. Donc, même si effectivement il y a une rotation qui est beaucoup plus terre à terre que ce qu'on pourrait attendre, espérer en fonction des attentes de chacun, vous mettez quand même aussi ces petits éléments pour rappeler quand même que vous savez aussi à quel type d'imaginaire vous aviez aussi envie de rendre hommage dans cette BD. Ouais, et puis parfois c'est presque frustrant parce que tu vois, et tu te sentirais de faire une séquence un chapitre entier de baston de mecha versus kaiju. Ouais, si ce serait long, mais non, en vrai c'est. Tu le regretterais à la fin. À la fois, j'étais, j'en suis toujours content, tu vois, qu'on ait choisi ce postulat justement très très décalé par rapport aux histoires de Sentai et de Tokusatsu. En même temps, en ce moment, je remate plein de films de kaiju et je dis, c'est quand même trop cool, tu vois, les grosses créatures, les attaques de ville, trucs comme ça, c'est aussi un truc qui me fait kiffer en tant que dessinateur. Donc, alors oui, c'est compliqué parce que c'est quand même assez galère, mais donc c'est bien qu'on ait ces sortes entre guillemets de petites respirations ou ces petits shots de classique kaiju, classique mecha,
Mais effectivement, après, faire ça sur 200 pages, c'est un peu fatigant. Et il y a plein de questions aussi sur comment représenter le gigantisme, qui est assez délicat. Tu vois, même comment les robots ils bougent, comment les kaijus ils bougent. Là, tu vois, heureusement, c'est quelques pages, mais vraiment gérer ça de manière, si c'est mon focus principal, c'est quand même assez pas facile. Donc, il y a un gros travail de recherche à refaire, en fait, je pense là-dessus, quoi. Puisque en plus ça aurait imposé d'autres contraintes supplémentaires, plus même en termes de pages, parce que si tu es avec des personnages géants, tes cases machinalement doivent être plus grandes aussi, et la moindre séquence doit s'étaler sur plus longtemps, donc tu peux pas non plus multiplier ces instants. Ouais. Si tu dois te tenir aussi à l'avancée. Ah ouais, complètement. Et on va dire les scènes, que ce soit sur le tome 1 ou le tome 2, ces 2 scènes de flashback où il y a des kaijus et des mechas, elles sont très ellipsées, tu vois, c'est presque comme si on avait pris 3-4 photographies d'une bataille et qu'on les mettait un peu à la chaîne comme ça, mais il n'y a pas vraiment un acting qui se suit de case en case, et ça reste très elliptique. Ça permet justement de donner un mood de combat, mais sans rentrer vraiment dans une vraie explication d'une vraie bataille. Et effectivement, si on devait le faire, là, on aurait besoin au minimum 20 pages, tu vois, et là, d'un coup, tu dis, est-ce que notre récit intimiste, on peut le cutter de 30 pages parce qu'on veut juste faire un combat de kaiju? Donc, voilà, c'était un peu le choix à faire à ce moment-là, quoi. Pour pas provoquer une rupture de ton qui serait trop abrupte, Ouais, c'est ça. Et puis même, mais c'est ça, pareil, en rematant des films de kaiju, tu vois, ces derniers temps. En fait, c'est assez difficile à mixer le côté intimiste des personnages et en même temps le côté combat global et tout. Ça fait que t'as des films qui sont très segmentés, c'est vraiment très bicéphale, où allez, on va avoir 30 minutes de les petits dramas humains, de comment ça se passe d'être envahi par une créature. Et après, tu vas avoir 30 minutes de juste pure bataille. Et finalement, mélanger les deux, c'est assez compliqué. Et donc, ouais, ça ferait des ruptures de ton qui seraient assez, peut-être un peu trop marquées. Et c'est vrai que c'est pas le focus de notre histoire. Donc, je pense qu'avec Mathieu, on préférait avoir plus de pages sur un perso qu'avoir 10 pages de combat, quoi. Le gros focus de cet album, quand même, c'est la difficulté d'être un adulte et même un jeune adulte dans un monde de merde. Vous aviez vraiment cette envie de faire un tome si déprimant? Mathieu avait vraiment cette envie-là. Mais ouais, non, c'était là pour le coup, c'était vraiment le Parce que c'est pas une lecture feel good, quoi. Non. Autant vraiment, le premier tome à côté paraît vachement plus light, même s'il y a des moments durs et tout, mais ouais, ce tome 2, c'est vraiment quand il a commencé à me parler du tome 2, et notamment de ce premier chapitre qui est très long, qui pose justement où en sont les différents personnages. Il m'a dit, ouais, ça va vraiment être le tome de la déprime. Là où, ouais, le troisième tome, il y aura un mood qui sera encore différent. Mais ouais, c'était vraiment ça. C'était le focus. Et moi, je sais que je suis du genre à toujours essayer de tirer un peu le côté matière positif des séquences, d'être plus dans une sorte de nostalgie que vraiment de mélancolie pure et dure. Mais là, je sentais vraiment que c'était le focus de Mathieu, donc je me dis, ok, vas-y, je suis ça parce que effectivement, c'est important pour le récit, et j'essaie de le mettre en scène comme il l'entendait, quoi. Mais après, c'était intéressant justement de prendre ces persos que t'aimes bien et les faire vraiment, vraiment galérer, pas par plaisir, tu vois, mais juste dire, ouais, c'est quand la vie s'abat un peu sur toi, c'est quand même c'est dur de sortir un peu la tête. Et je pense que ouais, c'était important pour le récit à ce moment-là. Ouais. Tu ressens de l'empathie pour eux quand tu les dessines? Ouais, carrément. Est-ce que c'est pas dangereux pour ta santé mentale ou même ton mood du jour de dire, bon, bah voilà, là j'ai passé. Je pense que tu vois une séquence quand Nikki sort de garde à vue et qu'elle retrouve Sophia et qu'elle lui dit, c'est bon, je suis sereine, mais parce qu'en fait, j'ai compris que ça sert à rien de se battre, quoi, que ça sert à rien, qui est quand même terrible, en fait, le terrible constat que non, effectivement, à ton échelle propre, tu ne peux pas changer le monde. Le monde est trop dur pour toi, et la scène, elle est forte et elle est bien, tu vois, mais je me dis, ouais, si t'es en empathie avec ce personnage et tu sors après de ton atelier, tu te dis, bon. Bah ouais, non, c'est sûr. En plus, ça se traduit dans le monde réel, quoi. Pour le coup, je pense que c'est une des scènes où on a pas mal discuté avec Mathieu de comment, enfin, tout l'enchaînement de ce chapitre-là. On a quand même pas mal discuté. Il était assez difficile. Enfin, non pas que j'en suis pas content, mais si quelqu'un me dit, ouais, il y a peut-être des trucs qui sont un peu peut-être maladroits et tout, je l'accepterais, parce que je trouve que c'était une scène qui était assez difficile à gérer, en fait.
en termes d'acting, d'émotion, de dial. Mais je suis content qu'on l'ait fait quand même, tu vois. Je suis vraiment content qu'on l'ait fait. Mais oui, c'est sûr. En plus, moi, Nikki, c'est mon personnage préféré dans le récit. Mais c'est un peu la révélation, hein, je trouve, de ce temps, parce que on s'attendait quand même vachement à ce que Héloïse et Warren soient vraiment, voire même Satoshi, au final, c'est celui qui presque disparaît dans ce tome-là. Il est plus invisible, ouais. Et alors que Nikki et Sophia prennent beaucoup plus de place, mais c'est vrai que Nikki, j'avais moins fait attention à elle dans le premier tome. Là, j'ai fait, mais en fait, elle est trop bien. Enfin j'adore vraiment la trajectoire que vous lui donnez. Elle est hyper forte, en tout cas. C'est un personnage qui est touchant parce qu'elle est très dramatique dans ses, dans ce qu'elle vit et tout. Et effectivement, c'est vraiment se prendre des murs de réalité dans la tronche, alors qu'en plus, elle a une intention qui est super positive et tout. Donc, c'est effectivement, tu vois, moi, c'est un peu tu vois, tout ce qu'on peut vivre en ce moment au quotidien, dans notre société actuelle où, moi, tu vois, il y a des trucs comme ça, des fois où tu as envie d'être énervé sur tout ce qui se passe, et puis il y a des moments où tu shut down complètement ton cerveau et tu dis c'est pas bien, mais en même temps j'ai besoin de ça parce que sinon si je prends tout si on prend tout de manière franche et sincère, en fait c'est hyper dur. Et quand justement tu vois, ces thématiques qui vont un peu se déployer au fur et à mesure, mais sur le côté justement militant et trucs comme ça, moi je suis hyper admiratif des gens qui lâchent pas l'affaire parce que qui continuent de militer, parce que tu vois, tu te dis putain le nombre de murs que tu te prends dans la tronche, moi je suis là en tant qu'observateur, déjà ça m'affecte, donc quand t'es vraiment dans le truc, ça va être hyper dur. Et donc il y a de ça dans ce personnage là qui se prend ces trucs là dans la tronche. Et puis voilà, il y a une sorte un peu de micro déni en plus après sur de résignation derrière, qui est pareil, qui est hyper dur comme situation. Et tu vois, là j'en parlais de scène justement où je demande à Mathieu, je dis mais pourquoi elle est comme ça là à ce chapitre suivant, est-ce qu'elle a vraiment accepté, ou est-ce que c'est une façade, ou est-ce que c'est ça? Et puis, tu vois, on en discute pour essayer de capter le sentiment du perso. Et en plus qu'après, tu vois, tu pars dans une discussion très fine sur les caractères, sur les sentiments. Et après, il faut faire ça en image, donc c'est assez chaud. Donc, il y a quand même ce côté où, tu vois, pour revenir un peu à ta question du début, c'est que ça m'affecte, mais en même temps, il y a tellement le côté technique quand même qui prend une place, tu vois, où, voilà, je pense à ma mise en scène, je pense à mon acting, je pense à mon dessin, qui fait qu'il y a comme une sorte de petite distance professionnelle qui fait que voilà, je me sens pas non plus je sors pas du boulot en étant déprimé, tu vois, par je fais 5 minutes de Twitter, je suis plus déprimé que donc voilà. Ça, c'est parce que t'as pas encore abandonné Twitter aussi. Je crois que je suis un peu vicieux des fois, j'ai envie de me faire du mal, je sais pas. Ce que je peux comprendre, je l'ai pas quitté non plus, mais c'est vrai que Nikki est vraiment mu par de vraies bonnes intentions, à l'inverse d'un Satoshi qui est un peu dans le rêve d'un héroïsme passé, mais qui n'a plus de raison d'être, mais il le fait un peu pour essayer de raviver une forme de gloire et d'héroïsme qui n'existe plus. Et bon, Warren, il le fait pour lui-même parce que c'est vraiment un connard égoïste, quoi. Et Nikki, c'est vrai que c'est la personne la plus bien intentionnée au final Ouais, complètement. Il y a Nikki, c'est vraiment celle qui finalement qui est un peu dans ce syndrome un peu de sauveur et qui en même temps se prend un peu les murs dans la tronche. Sophia, elle a plein de bonnes intentions, mais elle est aussi beaucoup plus, enfin pas renfermée sur elle-même, mais elle gère son cadre personnel et son gamin, ce qui voilà, c'est un peu son ultime limite, et voilà, c'est avant tout ça qui compte. Et c'est vrai que Satoshi, effectivement, il passe un peu en second plan dans ce tome-là. Il est un peu, même s'il traverse des scènes qui sont très marquantes dans le plot général, il s'exprime un peu moins. Et pour moi, c'est vraiment un perso qui, en fait, c'est vraiment le mec il s'implique dans des trucs qui sont extrêmement grands et qui prennent des proportions énormes, alors qu'en finalement, c'est un mec qui se cherche juste lui personnellement et qui arrive pas à se trouver, qui arrive pas à être serein dans sa vie, quoi. Et alors, comment tu parlais là de réfléchir à ta mise en scène, à ton posing, ouais, comment t'arrives à trouver l'émotion juste aussi, justement dans quelque chose qui me convoque de la mélancolie, enfin plein de sentiments divers et variés. Effectivement, t'as un sentiment très mélancolique, un peu désabusé, t'as de la colère, t'as une forme de rage intérieure aussi qui se manifeste, notamment je pense aussi avec la relation entre Héloïse et Warren qui explose, hein, littéralement sur la fin, où il y a des choses qui sont recrachées, où ils se vomissent des trucs à la gueule. Ouais, comment tu réfléchis à tout ça sur l'émotion?
Parce que nous, on voit que le travail fini, mais on ne sait pas, tu vois, comment tu... c'est super dur, tu vois, il y a un moment, je dirais, tu vois, la réponse bullshit, c'est un peu le sentir un peu à l'instinct, tu vois, mais en fait, il y a plein de petits trucs qui se mettent en place. Après, il y a une grosse dose de référentiel culturel, tu vois, qu'on absorbe tous. Je pense que tu vois, il y a des types de cadrage, comment tu vas cadrer tes personnages, comment tu vas découper ton action si tu fais un truc très rythmé avec beaucoup de cases ou un truc justement avec des cases un peu planantes où tu vois les gens de loin. Et j'essaie, tu vois, de convoquer un peu les trucs qui me paraissent à peu près universels dans ce genre de représentation pour que le lecteur, en fait, soit dans ce feeling-là, quoi. Et donc, c'est un peu trouver ça. Et après, en fait, c'est plein de tests différents de petites mises en scène que je fais au storyboard. Et ouais, tu vois, t'as des scènes de mélancolie, c'est aussi joué sur les silences. Donc, des fois, il y a des moments où tu vois, tiens, peut-être que là, on peut cuter un dialogue pour laisser un peu de la place pour ces séquences-là. Ou au contraire, il y a des moments où il faut que ça gueule, il faut que ce soit énervé, il faut que les cases, elles s'enchaînent très vite, que tu sois proche des visages, que tu vois vraiment l'énervement. Là où des moments, il faut montrer des persos isolés. Il y a un moment, il y a une séquence où t'as Sophia qui essaie de refaire sa vie un peu ailleurs que dans la coloc. Et elle se retrouve dans cette grande maison. Tu vois, c'est très cliché hein, comme cadrage, mais tu vois, elle se retrouve un moment seule. Et c'est juste, elle est toute petite au milieu d'une pièce qui est gigantesque. Et voilà, tu vois, ça va pas chercher midi à 14h en termes de mise en scène, mais le but, c'est justement de convoquer ces petits clichés, ces petits archétypes de mise en scène où chacun peut s'y retrouver, quoi. J'ai pas le temps non plus de déployer une mise en scène qui soit riche, comme on disait avant, sur 20 pages, d'avoir de la musique en plus ou de la non-musique, d'avoir des dialogues parlés. Donc, il faut aller des fois un peu à l'essentiel. Et donc, c'est comme ça que je cherche. Et puis, c'est aussi beaucoup de références, quoi. Des fois, il y a des moments où je galère. En fait, je vais regarder des séquences de films, des séquences de bouquins qui vont m'inspirer, quoi. Mais par rapport au script de Mathieu, je me rappelle plus, mais il est dirigiste un peu il te laisse vraiment toute liberté dans ton nombre de cases, dans ton découpage aussi. Est-ce que si à un moment il te dit cette séquence-là, elle en fait 5 et tu dis non, en 4 ça va passe mieux, c'est un truc que vous faites facilement? Alors avec Mathieu, en fait, lui, il découpe par page. Par page. Après, moi, dans la page, je sais ce que c'est moi qui m'occupe de mettre ça. Donc c'est vrai que pour le coup le script de Mathieu par page, il crée déjà une rythmique, tu vois. Donc et moi je me repose globalement dessus, tu vois. Sauf s'il y a des moments où j'étais un peu coincé, je dis est-ce qu'il y a moyen que tu penses que ce dialogue-là je vais mettre sur la page d'avant parce que comme ça je trouve ça mieux. Mais déjà en gros il fait déjà un travail de rythmique du récit qui moi m'enlève un peu aussi de ce truc-là. Et comme ça Mathieu lui il gère aussi il sait que cette page-là va être naturellement de telle intensité parce qu'il va mettre beaucoup de dialogue ou je sais pas quoi, et puis que là il va dire et le personnage se retrouve tout seul, voilà, à toi de gérer comme je l'entends. Donc c'est quand même assez cadré et en même temps ça me donne une grosse liberté sur la page où là je peux gérer moi mon nombre de cases, ma mise en scène. Il va rarement m'indiquer, tu vois, faire un grand plan, faire un plan rapproché, tu vois. Là pour le coup c'est moi vraiment qui le gère, même si ensuite moi je lui envoie toujours le crayonné et après lui va me dire tiens peut-être que là ça pourrait être bien de tester différemment ou pas, tu vois, mais on fait quand même un petit check ensemble pour voir si ça lui correspond lui en termes de mise en scène. Mais après ton but, j'imagine que toi c'est aussi d'essayer d'aller dans cette recherche d'efficacité aussi pour pas passer 3 jours sur une seule planche ou sur une seule séquence, de poser ton découpage une fois que tu l'as quand même vraiment réfléchi intérieurement. Ouais, moi c'est en général quand je reçois le script de Mathieu, souvent c'est à un moment où je suis en train de finir le chapitre avant où je fais des trames, je fais les bulles. Donc là, c'est un travail qui est purement no brain. C'est juste tu remplis des trucs. et en fait, quand je reçois son script, en fait, moi, je le lis, je sais pas, tu vois, je dois le lire 20-30 fois, en fait, avant de commencer à trouver une sorte, entre guillemets, de musique, tu vois, en le lisant et me dire, ok, ça va faire comme ça et tout. Et quand je commence à faire mon storyboard, alors des fois ça peut durer une journée ou deux, mais là je suis en mode vraiment full focus. C'est le seul moment de mes journées où je mets pas de musique, où je mets pas d'émission. Toi, c'est vraiment je me mets en silence. Ça m'arrive même parce que moi pour le coup je passe en atelier, de pas aller à l'atelier à ces jours-là pour être vraiment en calme, parce qu'en fait c'est hyper demandeur en cerveau et vraiment ça me fatigue, tu vois. À la fin de la journée je finis pas forcément tard quand je fais mon storyboard, hein, mais j'ai le cerveau bouilli à la fin parce que t'es dans un mélange
ok, il faut que je fasse rentrer toutes les informations qu'il y a dans le chapitre. Donc, tu vois, quand le nombre de dialogues, les actions, tel perso va à tel endroit, il doit faire ci, il doit faire ça. Donc, déjà, il y a un Tetris à faire pour que tout rentre dans le nombre de pages que Mathieu m'a alloué. Ensuite, il y a ce truc de trouver la mise en scène qui va cadrer à peu près aux émotions. Donc, là, des fois, je fais des mises en scène qui marchent techniquement, mais qui, en termes d'émotions, n'ont pas grand-chose. Du coup, faut que je refasse un Tetris pour... vas-y, cette case-là, en fait, elle est méga importante. Donc, je vais la faire grande dans la page. Mais du coup, il me reste plein d'informations à mettre en 2 mini-cases. Donc là, il faut que je fasse travailler mon cerveau pour trouver les bonnes astuces et tout. Donc, c'est pareil, c'est hyper compliqué. Et en plus, après, tu as le côté, on va dire, un peu cosmétique où je me dis, ouais, là, ce décor-là serait bien qu'il soit vu dans tel cadrage parce que ce serait quand même plus agréable. Que là, on a un beau gros plan. Que là, l'acting du personnage soit quand même assez élégant, tu vois. Donc, c'est vraiment 3 grosses étapes. Et c'est vrai que ça bouffe le cerveau. Mais en même temps, c'est super frustrant sur le moment parce que c'est très demandeur, mais quand t'arrives au truc t'es assez content quoi. Et c'est les rares moments où je peste un peu sur Mathieu parce que je me dis putain mec, il y a trop de dialogue là, j'y arrive pas puis bon, après tu réfléchis un peu et ça va, tu trouves la solution, tu vois, mais c'est vrai que c'est la partie un peu cruciale. Le crayonné c'est un peu chiant. L'ancrage c'est très cool à faire, mais le storyboard c'est vraiment là où tu mets tout quoi. Donc parce que ça va vraiment dicter toute la dynamique de ton histoire. C'est vrai que c'est toi qui fais le placement des bulles aussi. Ouais. Donc tu dois aussi réfléchir tes cases en disant faut que je laisse un espace vide ou en tout cas un espace pas trop important sur lequel on peut appliquer une bulle par-dessus. Ouais, c'est moi qui place mes bulles et c'est vrai que quand les personnages parlent beaucoup, faut justement trouver les trucs et pareil, tu vois, quand t'as je sais pas moi un changement de lieu dans une même page. Des fois tu dis genre est-ce que je fais ces 3 petites cases qui montrent que un tel va ouvrir la porte avec sa clé, faire un pas dans le couloir et arriver en bas de l'immeuble, ou est-ce que j'essaie de trouver une hélice pour qu'on comprenne qu'il soit arrivé directement en bas de l'immeuble mais sans le montrer. Donc il y a des moments il faut gagner du temps comme ça, et parce que j'ai pas non plus envie de faire des pages avec 7 ou 8 cases tout le temps, tu vois, c'est pour un petit format comme ça c'est beaucoup trop. Donc il y a des moments il faut être très elliptique où vraiment tu trouves le truc, et c'est aussi c'est aussi faire passer une bulle sur une case d'une autre, comme ça tu fais une sorte de lien, mais des fois quand tu le fais ça fait des mauvaises connexions de rythme et tout, donc c'est un peu mais il y a plein de trucs, je pense que si je le reprends dans un an, je me dirais là j'ai mal géré, tu vois, mais en tout cas sur le moment c'est de faire le mieux quoi. Ouais, ou je le ferais différemment. Voilà. Faut jamais faire ça de toute façon. Vous les artistes, si vous revenez sur vos planches un an après, je crois que vous voyez plus que les défauts ou les cases, vous auriez pu être un peu plus efficace. Après ça, moi j'ai moins j'ai pas trop de regrets. Je vois les défauts, mais je dis de toute façon je les fais. Ça fait partie quoi. Ouais, sinon t'as qu'à refaire tes planches pareil. Écoute, Dieu nous garde d'avoir ce genre d'horreur. Concernant Warren. Quel connard quand même ce type. Ouais, Warren c'est le sale gars de l'histoire, hein. Ça c'est clair. Mais c'était après on le sentait venir déjà dans le tome 1 quoi, que c'était un mec pas et ouf. C'était une des idées premières du projet, hein. C'est vraiment Mathieu savait très bien qu'il y avait que Warren c'était cet arc là. Tu vois, comme je te disais, moi le tome 1, moi je le vois maintenant avec du recul, je le vois un peu plus lumineux. Et je te disais que, tu vois, moi, j'avais tendance à tirer un peu le positif de mes personnages. Et c'est pour ça que Warren, je pense qu'il y avait un peu ce doute sur le tome 1 parce que il y avait autant la vision de Mathieu que la mienne. Je pense que si Mathieu l'avait fait tout seul le projet, je pense que Warren aurait été identifié beaucoup plus rapidement comme un sale gars. Là où moi, j'ai voulu un petit peu nuancer ça sur le tome 1. Mais après, voilà, sur le tome 2, effectivement, il y a un truc où il fallait passer un peu le cap autour du personnage, quoi. Donc ouais, c'est tout ce qu'il y a de mauvais dans une masculinité fragile, dans ce côté incel, même si justement il y a plein de trucs en ce moment que je revois là-dessus sur c'est pas exactement les mêmes choses des deux, donc là on fait un peu un mash-up, donc il faut qu'on arrive à bien le définir, mais ouais, c'est montrer tout ce qui va pas chez un gars quoi. Ouais, et puis même ce côté de je veux tirer l'épingle du jeu à moi tout seul, quitte à détruire les actions des autres. Il a une relation qui est ultra malsaine avec Louise, du coup, parce que il
il profite du fait qu'elle ait un compte, qu'elle soit camgirl aussi pour la reluquer alors qu'ils vivent dans le même appart. Et après, elle le sait aussi parce que donc voilà, il y a parce qu'ils se connaissent depuis très longtemps, donc il y a une relation assez complexe. C'était facile de gérer aussi cet équilibre dans ces relations homme-femme d'une génération assez jeune et où tu prends part aussi à des problématiques de tes travailleurs du sexe du coup là-dedans qui rajoute encore une couche de sujets à aborder. C'est assez délicat parce que justement je pense que le truc qui est assez difficile avec ces deux personnages-là, c'est que tu vois, comme je te dis, moi autant finalement Warren il entre guillemets identifié comme méchant, mais moi le but ça a toujours été que pas forcément, enfin si qu'on ait une sorte d'empathie pour lui, enfin au moins qu'on comprenne un peu son processus, tu vois, qu'on se dise pas il est juste méchant pour être méchant, que c'est juste un connard pour être un connard. C'est juste un mec qui prend les mauvais choix, tu vois, vis-à-vis de certaines situations et qui s'embourbe dedans et qui va à fond. T'as le passage juste avec ses parents qui se rappellent de son cours d'éloquence, enfin tu vois, son passé, où tu dis effectivement il y a un monde où en fait il aurait pu comme tu dis faire d'autres choses. Enfin c'est pas un mec, voilà, c'est pas juste il est né pure evil, tu vois. Ouais, ça il est pas pure evil, c'est juste que c'est un mec qui prend des mauvais choix. Et à coup de ça, Héloïse, fallait pas non plus la faire comme une personnage pure et que positive moralement, parce que elle a aussi des entre guillemets des tares. Enfin, c'est un personnage qui est complètement paumé en fait et qui prend des décisions qui sont aussi pas forcément réfléchies. Tu vois, là où on a Sophia et Nikki qui ont une sorte de entre guillemets de maturité qui est un peu plus marquée, qui a des sortes un peu plus de règles morales qui s'établissent. Warren et Héloïse sont, en fait, c'est deux paumés qui entrent dans une relation toxique d'amitié et voire plus, tu vois. Et ça, c'était assez délicat de trouver je trouve les bons potards pour que, à la fois, tu dis, ok, ils font de la merde, en même temps, je comprends un peu pourquoi, mais en même temps, c'est pas justifiable, tu vois. C'est toujours être un peu sur le côté où t'es toujours un peu contrebalancé. Et pareil, tu vois, le fait qu'elle soit travailleuse du sexe, le but, c'était pas non plus, enfin, c'était pas du tout même le but de fustiger ça, tu vois. Donc, c'est aussi comment le montrer de manière simple et libre du perso. Et en même temps, l'espèce de jeu bizarre qui se crée avec Warren par rapport à ça. Donc, en vrai, ils étaient assez délicats à saisir. Je suis assez content de cette espèce de scène d'explosion de fin. Oui, parce que j'allais y venir. Alors, pour ceux qui n'auraient pas lu le tome, mais moi, je pense que les gens qui écoutent les podcasts qu'on fait au Lab 119, ils savent qu'on rentre dans le fond du fond. Donc, mais si jamais vous n'avez pas encore lu la fin du tome, allez le faire avant de poursuivre l'écoute de ce podcast. Mais oui, justement, cette grande scène de confrontation qui mêle à la fois, déjà ce que tu t'es amusé aussi, parce que là, pour le coup, il y a une grosse scène de bagarre aussi avec plein de gens, où tu permets d'avoir. Je me rappelle que dans le podcast qu'on avait fait il y a 2 ans, tu parlais d'utiliser un peu, alors je sais plus comment tu utilisais ce terme, mais le fait de la diagonale, en fait, la diagonalité des scènes. Là, t'as quand même plusieurs endroits où tu peux le faire, ou même aussi, je pense à cette double page où tu sais, t'as ce personnage qui apparaît plusieurs fois, mais pour traduire le mouvement en fait de l'action. Là, tu t'es fait plaisir aussi quand même. Pour le coup, là, je suis vraiment allé à 2000% de mes références manga, tu vois, me dire. C'est vrai que moi, je suis très classique finalement dans le découpage. J'aime bien avoir des cases bien droites, des cases dessinées. Tu vois, je suis pas trop, même si j'essaie de casser un petit peu ça dans certaines séquences. Mais là, je me suis dit, vas-y. C'est pour ça qu'on peut pas dire que c'est du French manga, en fait. Non, puisque ça reste quand même dans l'ADN, des codes visuels très. Mais c'est vrai que là, je me suis dit vraiment, tu vois, pour le coup, j'ai ressorti tous mes mangas qui étaient vraiment purement action. Et je me dis, vas-y, comment ils peuvent faire ça? Et il y a un côté, il y a un côté exitoire à tous les niveaux, en fait, dans ces scènes-là, autant émotionnellement par rapport au récit, puis même moi, en termes de dessin, de se dire avec Mathieu, vas-y, on était dans un récit intimiste. Mais on voulait quand même un peu notre scène un peu forte de fin, tu vois, vraiment faire monter une tension et une pression, et ça reste une scène qui est quand même assez longue en termes d'action, ce qui était pas trop le cas avant. Donc je me dis, ok, quitte à faire une longue scène d'action, essayons de la faire de manière un peu intéressante graphiquement, que ce soit pas que elle raconte à la fois peu de choses, parce que finalement c'est une bagarre, mais qu'au moins graphiquement t'as des trucs assez cool, tu vois. Là il y a aussi là pour le coup c'est aussi Mathieu, tu vois, qui participe entre guillemets à la mise en scène. C'est que c'est comme lui qui me dit là ils se battent, là on va faire une double page avec où les deux sont face à face, là on va faire une double page avec le flashback. Donc tu vois, justement c'est là où je te dis
déjà Mathieu par ça, en fait, il crée vraiment une rythmique et une mise en scène déjà. Que moi, c'est vraiment une scène que je trouve très cool. Tu vois, t'as les petits inserts avec le portable avant, où c'est lui qui définit ça. Donc petite narration environnementale. C'est ça. Donc il y a tout ce travail-là. Et puis effectivement, c'est vrai que le but c'est effectivement d'avoir une scène exutoire entre les deux qui se balance enfin tous les trucs qui arrête d'être dans un truc toxique un peu en sous-marin et de vraiment d'y aller franco. Non pas que les deux sont expiés de leur problème, mais en tout cas il y a un côté enfin frontal entre les deux, quoi. C'est qu'avant c'était toujours été une sorte de jeu de la souris un peu malsain, quoi, et moins là ils sont face à face, quoi. Tu t'étais en colère? T'as ressenti cette rage quand tu dessines Héloïse? Ouais, bah là pour le coup, tu vois, justement puis là c'était cool parce que il y a pas mal de quasiment pleine page où tu vois je dessinais au pinceau, donc tu vois j'ai plus d'énergie. C'est vraiment montrer la rage du perso sur la finalité du récit, et ouais, non, c'était assez cool à faire. Alors, comment tu te sens là à l'heure où on fait ce podcast? Donc là, le tome 2 est sorti. T'es déjà sur le tome 3. T'as 40 planches un peu. Ouais, quel est ton état d'esprit? Je suis bien dans la suite de l'histoire, en fait. Là, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que pour moi, le tome 2, il est déjà super loin. Il est loin derrière. Ouais, il est loin derrière, en fait. Il est loin derrière. Et en même temps, il a une drôle de place parce que je le refeuillette souvent pour savoir comment évolue tel perso ou tel lieu. J'ai besoin d'avoir des référentiels pour le tome 3. Donc je l'ai un peu tout le temps dans la tête et en même temps il est très loin. Mais voilà, c'est pas un spoiler parce que c'est le concept, mais qu'il y a encore une ellipse sur le tome 3. Ouais. Et là c'est vraiment cool parce que là les personnages passent encore à un autre cap en termes en termes du caractère, d'environnement, et là, tous les persos ils ont changé de setup, tu vois, donc c'est parce qu'ils quittent la coloc. Donc pour nous c'est vraiment il va falloir refaire de l'exposition, alors refaire encore l'exposition chapitre qui va pour réexposer encore des chapitres d'exposition, mais justement ils sont là où c'est cool, c'est que Mathieu a fait des chapitres très malins en termes d'exposition où il arrive à amener plein de nouveaux trucs sur l'univers et en même temps plein de nouveaux trucs sur les persos, et c'est des scènes qui sont assez ludiques en plus en termes de mise en scène, de nouveaux lieux qu'on explore. Il y a une sorte de Japan Expo, donc c'est assez cool comme idée. Et la Sentai Expo. C'est ça, c'est la Sentai Expo. Ouais. Et ça c'est très cool, tu vois, ça enrichit vachement l'univers et en même temps toute la scène est hyper ludique. Et ouais, non, je suis assez content d'aborder ce tome là, et puis j'attends de voir aussi un peu d'avoir un peu plus de retour sur le tome 2 là, sur parce que tu vois forcément nous le grand truc qu'on nous demandait à la fin du tome 1, c'est est-ce que les kaiju vont revenir. C'est vrai qu'il y a une orientation qui était, mais moi, que je trouvais maligne sur cette sur cette attente, en fait, sur expectation en anglais, quoi, de dire effectivement c'est ça, c'est est-ce qu'il y a toujours des kaiju. Et vous avez pris vraiment le contre-pied total en disant, alors oui, techniquement les kaiju sont encore là, mais voilà, en gros c'est les microplastiques. C'est une vraie métaphore assez explicite de le grand mal de l'époque d'avant. C'était des monstres géants. Maintenant, en fait, les monstres de notre époque, ils sont invisibles à l'œil nu, mais ils vous pourrissent littéralement, en fait. Ils vous pourrissent la vie, et justement pour ces Sentai qui ont besoin d'un affrontement face à face, en fait, il est pas possible, quoi. Donc c'est le grand truc, et oui, je pense que t'as des gens qui s'attendaient, tu vois, à avoir un combat de kaiju à la fin, avec en plus on utilise les mechas, tu vois, on amène les mechas dans le tome 2, donc forcément. Mais pour mieux les détruire, du coup. C'est ça, en plus ils se font éclater à la fin. Mais c'est de dire que ouais, finalement nous notre climax total de ce tome 2, c'est la coloc c'est 5 jeunes qui quittent leur coloc, tu vois, c'est juste ça, quoi. Bon, il y a plein d'autres trucs, mais pour moi émotionnellement c'est vraiment le truc important, tu vois, de ce tome 2. Donc mais quelque part qui permet certainement de dégager plus d'émotions que si c'était juste des robots géants. Alors c'est cool, hein, les robots géants et les monstres, ne faites pas dire ce que je dis pas, mais en termes d'attachement ou d'impact émotionnel, c'est peut-être pas aussi fort que effectivement là, toutes ces parce que t'enchaînes Héloïse et Warren qui
qui se casse la figure, avec Nikki qui regarde son costume. On sait pas est-ce qu'elle va reprendre ou pas, est-ce qu'elle a vraiment complètement abandonné. On espère que non, évidemment, mais on ne sait pas. Bon, bah, Satoshi qui vient de se faire briser son rêve de grandeur, parce que, bah, les mechas qu'il a reconstruits se font exploser. Et Sophia, voilà, qui en fait son rôle d'héroïne, c'est de s'occuper de son gosse, quoi, hein, tout simplement. C'est aussi la réalité de les différentes échelles d'héroïsme que tu peux avoir, mais voilà, ça convoque beaucoup de choses, je pense, auxquelles tu peux vachement plus t'identifier que je me bagarre contre un monstre de 3 mètres de haut. Ouais, c'est ça. C'est là où c'est délicat, mais en même temps, c'est ce qu'on voulait. Bon, comme là, on est vraiment dans les spoilers et tout, mais tu vois, justement, à la base, Nikki devait participer au combat final. Ouais, ça j'aime bien quand tu me racontes les trucs qui devaient se passer. Non, mais en vrai c'est super cool, tu vois, parce que nous on a la bande dessinée terminée, mais c'est super intéressant de voir de jouer comme ça, de dire vas-y, dis-nous un peu les scènes, comment elles étaient pensées, comment elles ont été. Tu vois, ça c'est un des gros changements sur ce tome 2, c'est que il était vraiment pensé comme Nikki qui effectivement voit sa réalité un peu s'effondrer et qui se relève à la fin du tome et qui était presque un peu la sauveuse de la baston, tu vois. Enfin, il y avait d'ailleurs même on l'a modifié, mais vraiment au dernier moment, parce que moi j'avais déjà fait le storyboard de cette séquence-là. Mathieu avait écrit vraiment la scène avec Nikki, et en plus j'avais une case trop belle avec l'arrivée de Nikki. Et après il m'a dit ouais, je crois que j'ai envie de changer un truc et tout. Et en vrai quand il m'a expliqué en fait il voulait laisser aussi un peu plus justement entre guillemets un temps de edging au niveau de Nikki, de dire non, on peut pas la faire se relever aussi vite, et je sais pas encore, tu vois, exactement comment il va la faire revenir sur le tome 3, mais c'est dit ouais, non, c'est trop tôt, c'est trop et puis ça t'as pas le temps de t'apesantir sur son sort, et effectivement, et en plus on mettait un peu de côté du coup la confrontation Héloïse Warren, qui était quand même qui était importante pour finir ce tome-là, parce que si on n'avait pas eu ça, effectivement leur arc à eux sur ce tome-là a été un peu ils sont juste en train de se faire une relation toxique chelou, et puis point barre, quoi. Là au moins il y a une vraie finalité à ce truc-là, comme il y a une vraie finalité à l'arc de Nikki dans ce tome 2, dans ce truc de résilience. Donc c'était plus logique, et ça c'est vraiment fait au dernier moment. Qu'est-ce qu'on a pu changer aussi d'important? Il y a eu le Warren, on a rajouté pas mal de pages avec lui et notamment aussi son petit frère, pour montrer en fait le côté un peu incel et masculin et communautaire en fait qui se crée autour de lui, qui était beaucoup plus léger au début. Et on voulait vraiment que, tu vois, justement pour ce combat final où t'as tous ces partisans ces followers, ouais. c'est Green Followers qui arrivent. En fait, il fallait quand même amener doucement le truc aussi pour montrer que oui, en fait, il est en train de créer une sorte de micro-secte autour de lui, et enfin, même si c'est pas forcément voulu de sa part, tu vois, ça lui arrive un peu sur la gueule comme ça. Mais ça, du coup, c'est pas mal de scènes qu'on a remodifiées. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Comme je te disais, c'est sur donc la toute dernière page où on voit l'appartement vide avec la photo sur le frigo. En fait, ça devait arriver à la moitié du chapitre 1. En fait, on avait un peu, tu vois, on a ce chapitre 1 qui nous décrit un peu une journée de chacun. On finissait sur Warren qui se masturbe dans sa chambre pendant qu'Héloïse était dans la sienne. Dans la sienne, ouais. Et on devait finir justement après sur cette cuisine avec la photo de groupe, et se dire ok, putain, la coloc elle a bien changé. Oui, c'est vrai que ça illusion de contraste, quoi, de souvenir du passé, alors que maintenant effectivement et finalement en fait cette page là on l'a enlevée. On a continué ce chapitre 1 où on voit Satoshi qui se réveille chez sa nouvelle copine un peu toxique aussi. Et du coup, cette page-là, voilà, il l'a déporté vraiment sur toute la fin. Donc, c'est là où justement j'ai modifié le truc, parce que, en fait, l'appartement est semi-vide à la fin. Donc, j'ai dû un peu gommer des petits éléments, tu vois, pour qu'on comprenne que c'est en déménagement, quoi. D'accord, ouais. Non, c'est bien de voir comment tu peux faire du recyclage. Ouais, c'est à moindre coût. La page était bien, tu vois, donc mais là, pour le coup, c'est vrai que je pense que tu vas bosser avec un scénariste qui ferait pas de dessin. Il m'a dit, vas-y, on la supprime et puis on fait un truc différent à la fin. Là où Mathieu me dit, tu sens que oui, il sait que tu peux pas redessiner à l'infini des trucs parce que c'est trop chiant, quoi. Donc, Mais donc, la séquence où Nikki s'interposait, elle existe vraiment, ou t'as jamais passé l'étape du storyboard? Parce que j'ai fait en crayonné.
Et ça devait être le début de la séquence, tu vois. Je pense pas qu'il y avait toute la baston quand Héloïse fait ses saltos. Je pense que c'était vraiment, on devait s'arrêter. Je m'étais arrêté sûrement au moment où t'as Warren qui appelle tous ses followers, tu vois, en mode genre puis il envoie tous ses mecs. Et là d'un coup t'avais une sorte de case qui arrivait où t'avais Nikki qui était en mode genre, je suis là et tout. Donc je m'étais arrêté plus ou moins là. Donc en fait c'était juste quelques cases à modifier, à supprimer, quoi. Donc t'as pas de planche de Shin Zero qui n'existe pas, qui ne serait pas retrouvée. Ça c'est pour vous mes collectionneurs de l'enfant. Ouais, non, c'est on est assez économe. C'est pareil, tu vois, il y a très peu de recherche graphique en fait sur le projet. Sur le tome 2, il doit y avoir trois croquis pour les nouveaux persos et oui, les deux petits jeunes. Et pour le tome 3, j'ai 5 planches de Kara pour comment ils ont évolué les personnages, quoi. Mais c'est tout, il y a pas plus. Et alors juste sur le côté un peu parabélique, parce que c'est vrai que tu l'as mentionné avant, mais en même temps t'as exercé tes activités d'éditeur, donc avec Asphalt Sauvage de Hanmas et Une fête sans fin de Martin Robic. On a fait des podcasts avec eux deux, donc écoutez-les sur First Print et allez découvrir leur bande dessinée. C'est ça. Comment tu gères ces activités-là en plus de tout ce que tu fais sur Shin Zero, sachant qu'en plus, on sait aussi que tu as des activités dans la drogue, hein, clairement. Voilà, plaque tournante de, je sais plus c'est quoi ta ville, mais ça se fait pas tout seul un petit trafic. Hein. Oui, c'est ça. Dans mes blagues à part, quand tu fais du jeu vidéo aussi, il y a eu Citizen Sleeper 2 qui est sorti entre temps. Comment tu agences un petit peu là, juste dans ta vie d'auteur multitâche, comment tu gères tout ça? Ouais, pour le coup, sur ce tome 2, je me suis quand même pas mal mis de côté par rapport à tout ce qui est boulot de freelance. Parce que Season Sleeper 2... Enfin, peut-être que ça datait de beaucoup plus avant par rapport à la temporalité. Et là, tu vois, pour le coup, j'ai refusé quand même des propositions de job parce que justement, je voulais me concentrer sur Shin Zero parce que je voulais vraiment que ça avance vite pour voir, tu vois, ce côté série qui sortent pas non plus tous les 3 ans. Donc, je me suis quand même pris pas mal de temps pour juste le projet. On doit t'écrire tous les jours. Hein? Tous les jours, on t'écrit pour te proposer de dessiner des trucs. Non, pas tous les jours, mais c'est arrivé. Et puis des fois, ça peut prendre du temps. Donc c'est vrai que après, il y a quelques jobs que je fais, mais ça, j'essaie de vraiment trouver des trucs qui sont où je me dis, ok, ça va prendre une journée et je sais que je vais kiffer le faire. Là, il y a une époque, tu vois, je prenais un peu tout, espèce de faux menu de travail, tu vois, où tu t'acceptes un peu tous les jobs, quitte à ce que ce soit pas vraiment ta cam. Et là, maintenant, tu vois, c'est vrai que je fais un peu mon petit prince où je demande vachement d'informations sur des boulots dilus pour être sûr que ça me plaise et tout à faire, que l'univers, que le processus de travail me plaise, parce que si c'est un truc qui est un peu chiant, en fait, ça va vite m'angoisser. Donc là, je suis très sélectif et tant mieux, tu vois, c'est pas plus mal. Et sachant que effectivement, il y a ce côté édition en plus. Pour le coup, ça s'est plutôt bien passé parce que pour le coup, Anne, on se connaît très bien, on se voit régulièrement, donc c'est assez simple de faire le suivi. Pour le coup, c'est un suivi qui est assez quotidien, enfin presque hebdomadaire. Donc c'est des petites sessions de travail, tu vois, c'est très court, il y a juste à corriger quelques pages, quelques discussions. Mais puis encore, voilà, quand on se connaît, ça va très vite sur les réflexions des projets. Ouais, il y a quelques moments, tu vois, comme le bouclage, trucs comme ça, où là ça prend un peu plus de temps. C'est-à-dire que c'est des moments où là, par contre, vraiment, genre pendant une journée ou deux, ou je sais pas combien, mais tu vas pas pouvoir dessiner parce que faut que tu sois focus sur bouclage d'album. Quand c'est des trucs importants comme ça, j'essaie de vraiment. De toute façon, moi, je fais des journées un peu à thème, hein, tu vois, je peux pas trop mélanger. Je te raconterai un autre truc après. Mais c'est en général, quand il y a vraiment un truc important à faire, j'essaie de vraiment de prendre du temps, que ce soit une journée, une matinée, tu vois, vraiment à faire ça. Mais encore une fois, tu vois, avec Anne, comme je dis, comme c'était très régulier, mais par petites sessions, c'est passé de manière assez simple. Martin, c'était un peu différent parce que bon, c'était pas. Après, Martin est sur Paris, mais c'était à distance. Mais j'étais aussi avec Mathieu. Oui. Donc, on était deux à chapeauter le projet. Donc, là, pour le coup, tu vois, c'était un peu en fonction de nos dispos respectives. C'est que Mathieu a quand même fait un gros travail de relecture, de scénario et de dialogue avec Martin. Même graphiquement aussi, il a aussi poussé dans pas mal de trucs. En fait, on a beaucoup participé à deux au début du projet pour vraiment avoir la ligne directrice. Ensuite, quand le projet s'est lancé, c'est Mathieu qui a pas mal suivi sur un peu le quotidien, vérifier les chapitres, vérifier le dessin et tout. Et sur la partie finale, qui était un peu le bouclage, là, c'est plus moi qui ai pris le pas parce que Mathieu était à distance, forcément. Donc,
Enfin, à grande distance. Grande distance, donc il était moins réactif. On peut pas lui envoyer des PDF de couve à 2 gigas parce que c'est pas possible, tu vois. Donc là, c'est moi qui étais plus présent. Et là, tu vois, il y a eu vraiment des journées des fois entières où il y a eu pas mal d'échanges avec, notamment avec Martin sur la couverture où ça fait pas mal d'allers-retours. Donc là, il fallait vraiment être présent toute la journée, quoi. Donc c'est vrai que ces moments on va dire de tâche d'édition, j'essaie vraiment de les marquer sur des journées très précises, tu vois. C'était la semaine dernière, alors que là justement j'essaie d'avancer comme pas mal sur Shin Zero, mais avec la promo, les festivals, j'ai quand même pas mal de journées qui sautent. Et à un moment, je me suis dit non, il y a ce projet-là, il est en attente, il faut que je le relise et tout. Et je me suis dit bah vas-y, je me suis pris ma journée entière, j'ai fait 8 heures de relecture de storyboard. Et voilà, je savais que ma semaine allait être pas mal coupée parce que j'avais un festival avant et après. donc voilà, des fois tu dis bon bah, tant pis, c'est pas, ça fait partie du truc, hein, c'est comme ça. Mais c'est vrai que sur le moment c'est un peu frustrant parce que t'as envie d'avancer ton projet perso. Parce que moi c'est vrai que quand je suis sur mes pages, j'ai besoin vraiment d'avoir des, tu vois, je peux pas juste me dire genre j'ai 2 heures ce matin, vas-y je fais 2 heures de crayonné, tu vois. C'est non, j'aime bien avoir une matinée au minimum, voire une journée entière où je suis dans ma bulle, où je fais mon truc. Et ouais, j'ai besoin de longues séquences et c'est vrai que c'est des moments où j'aurais envie de couper mon portable, même si je peux pas le faire, mais où j'aurais envie de couper toutes mes communications pour vraiment être que dans mon travail, quoi. Mais ça, je peux pas le faire. Donc voilà, c'est un peu essayer de segmenter mes journées de manière un peu claire, quoi. Tu gères un peu ton nombre de dédicaces aussi parce que la promo, elle est obligatoire. Il faut quand même. Ouais. Le public te kiffe. On le sait en France quand même. T'as un public, hein, clairement. Mais en même temps, chaque journée passe en dédicace, le déplacement, tout ça, c'est aussi du temps qui n'est pas passé sur d'autres trucs. Et puis après, t'es un vieil homme aussi maintenant. Donc, non, mais en vrai, c'est fatigant, quoi. C'est fatigant. Je sais que c'est les gens à qui je suis en contact chez Ritsev qui s'occupent de gérer les dédicaces, les plannings et tout. Tu leur mets des petits stops des fois. Non, mais justement, tu vois, c'est à force de mettre des stops. J'ai reçu un mail l'autre jour. Oui, voilà, je t'ai préparé ça comme dédicace. Si t'en veux plus, tu me dis, mais je sais que t'as pas trop envie de faire des dédicaces. Ouais, maintenant, c'est bon, je suis acté. Je pense qu'il y a un gros post-it au-dessus de mon nom en mode c'est le chieur qui veut pas bouger de Paris et qui veut maximum une journée, pas plus de dédicaces, tu vois. Donc les gens seront au courant et je sais que ça me fait toujours un peu chier, tu vois, quand il y a des gens qui viennent me demander pour des festivals ou des librairies qui sont ce serait cool de t'avoir et tout, et que je refuse. Mais c'est vrai que moi ça me bouffe tellement de temps et tu vois là je vais à Lyon ce week-end, c'est 3 jours entiers qui sont mobilisés là-dessus. Ouais. Je sais très bien que le lundi je vais rentrer, je vais être éclaté. Donc ouais, ça fait 4 jours qui sont pris et pas de vrai week-end, tu vois. Donc et tu vois, si ça se trouve et en plus là je sais que j'ai encore un autre projet à relire. Donc le mardi je vais lire ce projet-là. Donc tu vois, déjà la semaine elle sera bien entamée et j'aurai pas avancé sur mon truc perso. Après voilà, encore une fois c'est pas grave, mais c'est vrai que j'ai plus vraiment cette énergie pour faire autant de dédicaces. Après voilà, j'ai aussi ce luxe et la chance d'avoir un public qui me suit et que j'ai pas besoin non plus d'être dans une promo active à fond la caisse. Mais ouais, c'est puis ouais, je suis vieil homme, hein, tu vois, maintenant j'aime bien avoir ma journée où je fais rien pour me reposer, quoi. Je te comprends, j'en passe par là aussi, hélas. La jeunesse se fait de plus en plus lointaine. Il y a une édition américaine de Shin Zero qui est sortie, enfin qui est en train de sortir. Je crois que les Américains l'ont déjà reçu. Moi, je l'avais backé, mais ils ont des gros retards dans les envois en Europe des bouquins. T'as zéro implication en fait sur quand ils veulent faire des goodies, parce que là, ils ont fait notamment une super statuette en résine là en 3D, justement de la fameuse scène du flashback du tome 1. Mais je sais qu'ils produisent aussi de 2-3 goodies. Je me demandais juste s'ils te contactaient pour te demander des visuels, quoi que ce soit. Comment ça se passe avec là je vais encore faire mon vieil homme feignant. C'est Yuck qui gère tout. Ouais, et je produis aucun visuel pour ces moments-là. Non, en fait, moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je leur dis, j'ai pas le temps, en fait. J'ai vraiment pas le temps de m'en occuper.
je vous fais confiance et je vous file le maximum de matos que j'ai sous la main, tu vois. J'en discute avec Chuck et tu vois, pour les assets graphiques qu'il faut, bah moi je lui file des éléments et puis lui après notamment pour la box de la figurine, bah voilà, c'est réutilisation de l'illustration, puis Yuck qui refait toute la maquette, tous les logos, qui retape tout ça en mode hyper bien. Et genre là parce qu'il y a une planche de stickers, je sais. Là pour le coup la planche de stickers je l'ai fait. Tu l'as fait toi. Ouais, okay. C'est le seul truc supplémentaire que j'ai fait. mais ouais, non, en général pareil, tu vois, bah avec Magnetic, eux m'envoient des previews, tu vois, genre ouais, bah, on a fait un petit coffret, on a fait un petit carnet graphique et tout. Et en gros, moi je valide. Moi tu regardes et tu valides. Et pareil pour la fille, tu vois, ils m'ont dit bah voilà, on va bosser avec tel designer, ils m'envoient les modèles 3D et puis moi je dis oui ou non, tu vois. Mais c'est vrai que je suis passé dans un truc où je fais confiance aux gens, tu vois. Si je sais que tu as Ron à côté de lui, quelqu'un qui va beaucoup s'impliquer dans toute cette production de goodies et tout, qui va vraiment amener sa patte personnelle, qui va vraiment voilà, qui va proposer des choses vraiment qui sont de lui, tu vois. C'est vrai que moi j'ai pas l'énergie pour ça et du coup je préfère je me dis allez, fais confiance aux gens et essayer d'amener juste les bons petits inputs qu'il faut, mais ouais, je participe pas plus que ça, quoi. Après, quand t'as quelqu'un comme Yuck à côté aussi, ouais, tu sais que tu peux être aussi en confiance, quoi. C'est ça, ouais. Avec Yuck, on bosse super bien ensemble. On se fait assez confiance sur les choix artistiques. Quand moi j'ai des idées en tête, un peu de mood, tu vois, j'essaie de lui envoyer vraiment les bons mots clés ou les bonnes images ref. Lui, bah tu vois, ces petits trucs là dans ce tome 2 là, il y a un petit résumé en fait qu'on a rajouté à la fin, enfin tu vois, pour résumer le tome 1. Et donc voilà, moi j'avais fait des petits éléments graphiques. T'as fait les petits personnages. Les petits personnages, ouais. Et donc là je me suis dit ouais, par contre pour la maquette je vais un peu galérer parce que je suis pas très bon là-dessus. Mais je dis bah vas-y, je te fais plein de propositions un peu crasseuses. Comme ça lui il a un peu une vision de ce que j'aime bien et tout. Et du coup lui après il reprend sa manière clean. Il m'a fait des propositions un peu nouvelles, un peu différentes qui étaient mieux, et du coup voilà, avec eux ça c'est assez fluide, et c'est vrai on est souvent en contact, notamment tu vois justement pour la maquette, que ce soit Asphalt ou une fête sans fin. Bah en fait moi j'étais tout le temps en contact avec Chuck pour aussi, ouais, pour checker les logos, checker les placements des trucs, et je sais que lui il a toujours des bonnes idées, tu vois. Si tu lui donnes le mood qu'on recherche, bah il va trouver des trucs, et si on galère un peu là-dessus, il va cogiter, il va trouver les trucs, tu vois. Donc ouais, ça c'est assez cool. Et alors, pour ouvrir et conclure à la fois ce podcast, c'est une question, j'imagine, que plein de gens se demandent. Là, effectivement, tu travailles sur le tome 3 de Shin Zero. Est-ce que tu penses déjà à l'après? Ouais, je pense je pense toujours à l'après. C'est une fuite en avant perpétuelle, la création. Ouais, bah ouais, on n'est pas dans la même temporalité, en fait. Tu joues à un jeu, tu t'en lasses, mais du coup tu penses au suivant, quoi. C'est un peu ça. Enfin, les mots sont durs, mais il y a un peu de ça, tu vois. C'est que moi je marche beaucoup à l'excitation de la création. Et c'est vrai que sur un projet où tu passes plusieurs années, bah il y a un moment forcément où tu perds enfin ça devient du quotidien, donc il y a plus cette excitation. C'est pour ça justement que je te parlais avant de quand même prendre du plaisir à avoir le script de manière ponctuelle, parce que comme ça me fait un boost d'excitation. Mais oui, en fait depuis le tome 1 je réfléchis à ce que je ferai après, et comme d'hab, tu vois, je passe un peu par toutes les étapes de type d'univers, type de récit, et en fait là depuis 2 ans, bah j'écris plein de trucs. Il y a des trucs qui ont une durée de vie de 3 jours où je dis putain super idée, et puis 3 jours après tu fais en fait c'était vraiment nul. Et puis t'as des idées qui commencent à creuser, à rester. J'ai passé pas mal de temps l'année dernière sur un script avec une histoire d'espion qui était quand même allé assez loin. J'avais écrit plusieurs versions du script, j'avais fait pas mal de recherches graphiques. Et puis en fait, il y a un moment, je sentais que ça moulinait de ouf et tout, et en fait, bah je l'ai mis pas à la poubelle, mais dans un tiroir, et je suis reparti sur un nouveau truc. J'ai réfléchi à un projet de western, un projet de fantasy, un projet de science-fiction. Donc voilà, en fait, je monte plein de trucs, et l'idée en fait c'est que à la fin du tome 3, bah je verrai en fait l'idée qui aura le plus de. C'est ça, ouais. Le tiroir dans lequel il y aura le plus de matériel dedans. C'est un peu la course avec tous les petits spermatozoïdes, et puis celui qui gagne, bah, ce sera l'idée. Non, mais tu vois, c'est vraiment l'idée qui
qui me tient à cœur, que je sens que j'ai envie de dessiner, que j'ai toujours des trucs un peu que quand j'y pense, j'ai toujours un peu des idées qui moulinent, que je commence à sentir les persos, en fait ce sera l'idée qui sera la bonne, tu vois. Donc ouais, je réfléchis à ça, et puis là je réfléchis, tu vois, pareil en ce moment je réfléchis moi c'est vraiment comme ça, tu vois, mais j'ai des idées de projets collectifs, tu vois, à faire avec d'autres gens, voir comment on peut amener ça. Donc mais ouais, il faut ça en fait pour avoir envie de continuer à créer, tu vois. C'est vrai que des fois il y a le kiff que j'aurais, c'est, tu vois, de juste passer mon temps à juste faire des dessins dans mon carnet, et puis monter des sortes de micro-univers, et puis basta. Mais bon, c'est vrai que c'est cool d'avoir la finalité du bouquin, puis c'est aussi mon travail, donc il faut allier les deux. Mais ouais, je sais déjà que ouais, il y a un truc après. Le truc qui est sûr, c'est que ce sera un projet solo, tu vois, ce sera un one shot solo. Et parce que j'aime bien alterner bosser avec quelqu'un et bosser seul. Puis on verra après, quoi. D'accord, ouais. Ouais, puis j'imagine même que c'est quand t'es conteur d'histoire, en fait, ça devrait être trop. Après, peut-être que d'autres le font comme ça, parce que chacun a sa méthode, mais que c'est important aussi de réfléchir à créer de nouvelles histoires, même pendant que t'es en train de réaliser celle du moment, parce que je sais pas si c'est quelque chose qui te ferait peur, mais de dire bon ben voilà, tu fais la page 203 du tome 3 de Shin Zero et t'as pensé à rien, et d'un coup tu te retrouves avec juste rien à faire. Enfin, tu sais, une sorte de page blanche, et d'un coup tu te dis merde, il faut que je crée quelque chose, sauf que ça marche pas comme ça, en fait. C'est pas enfin, je sais que moi je suis pas auteur, tu vois, mais parfois quand on me dit mais tu voudrais pas faire de la BD, et que je me dis là qu'on me demande au tenté tu raconterais quoi comme histoire, je n'en sais rien. Enfin, j'ai aucune idée qui me vient, en fait, parce que ça marche pas comme ça, en fait. Il y a peut-être des gens qui sont ultra qui ont le talent ou qui ont des facilités avec ça, mais voilà, peut-être que tu peux pas juste te dire bon bah voilà, allez, j'ai fini Shin Zero, qu'est-ce que je fais maintenant? Bah facile, regarde, je vais faire un western avec bah c'est la situation dans laquelle j'étais à la fin de Frontier, en fait. Ok, ouais. À la fin de Frontière, pour le coup, j'avais réfléchi à rien d'autre après. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu une sorte de mini blackout de création. Je dis, putain, en fait, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Et en plus, tu vois, il y avait le côté où Frontière avait eu une très bonne réception. Donc, j'étais un peu dans ce côté un peu, une sorte de lune de miel, tu vois, un peu cool et tout. Et j'étais encore dans Frontière et tout. Et c'est vrai que quand je me suis posé la question de quoi faire après, j'ai passé plusieurs mois à faire des petits dessins pour essayer de me remettre un peu dans le côté création, mais tu vois, ça moulinait, puis il y a eu un moment ce petit déclic de repenser à l'idée de Shin Zero, enfin de Sentai ubérisé de Mathieu, puis ouais, tu vois, après ça s'est lancé. Donc c'est aussi pour ça que moi j'ai besoin de bosser aussi avec des gens, c'est que déjà c'est cool quand je bosse avec des bonnes personnes, ça permet de voir comment ils écrivent, comment ils abordent des récits, tu vois. Moi je sais que j'adore le côté temporel de Mathieu dans ses histoires, tu vois, dans Carbone et dans Shin Zero, le fait d'avoir des ellipses, je trouve ça c'est un processus de narration que je trouve très cool. Mais c'est aussi, ça me laisse du temps libre pour réfléchir, quoi. Et pour moi, c'est hyper important. Je sais que, comme tu dis, tu vois, on peut pas sortir une histoire comme ça du jour au lendemain. Et moi, c'est encore pire. C'est vraiment, je pense qu'il me faut 1 an de réflexion au minimum pour trouver un truc, quoi. Donc c'est vrai que je garde toujours justement toutes ces ébauches d'histoires un peu nulles dans un tiroir, parce que ça peut toujours servir. Tu vois, à un moment, tu les relis 5 ans plus tard, mais t'as un nouvel angle et du coup, tu l'as fait ressortir de manière un peu plus intéressante. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression, en tout cas, dans les créateurs et créatrices que j'aime bien, quand je les entends parler de leurs trucs, c'est souvent des gens qui ont beaucoup charbonné leurs idées, qui ont mis beaucoup d'eux-mêmes. Et je pense que sortir une histoire en quelques semaines, tu vois, je pense pas que tu puisses le faire, en fait. C'est pas forcément des mauvaises histoires, mais c'est des histoires qui sont vachement plus, qui sont, entre guillemets, que de l'histoire, et voilà, sans forcément un fond ou une émotion forte, parce que en fait c'est hyper long de trouver vraiment le feeling que tu veux dans une histoire. Et comme je disais, dans les petites ébauches que j'avais, des fois il y a des histoires où, tu vois, globalement le plot il se tenait, il y avait une bonne histoire, il y avait de l'action, il y avait de l'émotion et tout, mais ouais, je sentais qu'il y avait un truc vraiment de creux, quoi, en fait. Il manquait une âme, ouais. Ça, c'est con, tu vois, ça fait vraiment ça fait vraiment un truc un peu comme quand je parle d'instinct ou de feeling pour un storyboard. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc là où tu sens que des fois il y a un clic qui se fait sur un projet où t'as vraiment une approche qui a que toi qui peut l'amener, où t'as un vrai truc personnel dedans, et ça veut pas dire forcément faire un truc genre
ultra profond ou un truc ultra intimiste et tout. C'est le petit twist, le petit angle qui fait que en fait c'est ton idée, c'est ton histoire quoi. Ouais, qui lui donne corps. Très bien. Bah écoute, merci déjà quand même beaucoup de m'avoir accordé de ton temps une fois de plus. C'est toujours très agréable de prendre ce temps-là, de pouvoir discuter bande dessinée avec toi. On se reverra évidemment avec Mathieu quand il reviendra dans ce pays dévasté post-apocalyptique que sera s'il revient, s'il revient, ça se trouve effectivement il va tomber amoureux. Bah autant en Australie, bon, c'est un truc où tout le monde a envie de te bouffer et de te buter. Donc je sais pas, mais je sais qu'il va aller du côté de l'Indonésie et tout ça. Je lui ai déjà dit, quand tu vas à Bali, va voir les temples et en vrai tu vas péter un câble. Et je suis très content qu'il aille voir ces temples-là parce que je sais que ça se retrouvera dans une future BD, c'est certain, sûr. Ouais. Donc on va tous être gagnants, mais peut-être qu'il aura envie de rester là-bas aussi parce qu'il va se dire non, les temples sont trop zinzin, nos églises sont nulles, je reste là-bas. Mais voilà, on se reverra avec Mathieu quand il reviendra pour aborder aussi le tome 3 qui arrivera en temps et en heure. Et en attendant, Shin Zero tome 2 c'est disponible en librairie, au rayon, on sait pas, au rayon BD, au rayon manga, peut-être les deux, mais en tout cas, demandez-le à votre libraire si jamais il ne l'a pas commandé et engueulez-le parce que c'est-à-dire qu'il manque de goût. 13,90€ aux éditions Rue de Sèvres. On se retrouve plus tard, mais surtout, si vous avez apprécié ce podcast, si vous avez envie de mettre en avant le travail de nos invités, mais aussi faire découvrir l'émission au plus grand nombre, n'hésitez pas à partager le podcast, à en parler autour de vous, que vous soyez avec vos potes, dans un festival, en librairie, si vous discutez avec des gens qui aiment la BD, qui aiment le Label 119, n'hésitez pas à leur parler des émissions de First Print. Et puis ma foi, Blacky, je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut.